Oubliez un instant les récits épiques de rois et de reines, les chronologies de batailles et les généalogies dorées. Ce soir, nous allons nous aventurer dans les coulisses de l'histoire, là où la vie était brute, l'air empestait et la survie était un art de tous les instants. Nous allons explorer comment nos ancêtres, des Vikings aux pionniers américains, en passant par les bâtisseurs de Rome, ont réellement vécu, lutté et, disons-le, supporté des conditions que nos corps modernes jugeraient tout simplement inhumaines. Ce n'est pas l'histoire des monuments, mais celle de la boue, de la fumée et de l'ingéniosité face à l'adversité. La survie hivernale des Vikings. Commençons notre exploration avec la résilience remarquable et, disons-le, la tolérance créative à l'inconfort du peuple viking, qui a réussi l'exploit de survivre aux hivers scandinaves sans le moindre chauffage central. Avant de vous installer confortablement, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez sincèrement mon travail ici. Et faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous nous rejoignez et quelle heure il est chez vous. C'est toujours une source de fascination de voir qui nous accompagne des quatre coins du globe. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour ce doux bruit de fond, ou un radiateur d'appoint si vous vous sentez d'humeur historiquement malhonnête, et glissons ensemble dans le voyage de ce soir. Lorsque la température extérieure chutait à un niveau de sûrement pas, les Vikings ne cédaient pas à la panique. Ils se repliaient simplement dans leurs maisons longues, de vastes bâtisses basses, et à peine plus respirables qu'un sauna contemporain que l'on aurait érigé au milieu d'une étable. Ces maisons longues étaient la version viking des bunkers d'hiver, construites principalement en bois si vous habitiez près d'une forêt, ou en tourbe et en pierre si ce n'était pas le cas. Elles étaient construites au ras du sol pour conserver la chaleur et assez larges pour accueillir plusieurs familles. Et dans certains cas, quelques vaches stratégiquement placées, car rien n'évoque le confort comme le fait de dormir à côté d'une créature qui rumine et émet des pets de vapeur. La clé pour survivre au froid était la chaleur collective. Imaginez une maison longue comme une immense batterie thermique communautaire, corps humains, corps animaux et un foyer central fonctionnant tous dans une harmonie douillette et non ventilée. C'était moins une maison qu'un bunker de survie où l'on se blottissait. Le foyer parcourait le centre de la maison longue, servant à la fois de cuisinière et de chauffage d'appoint. Il n'y avait pas de cheminée, car les cheminées n'avaient pas encore été inventées, ou plus précisément, elles l'avaient été, mais pas dans des endroits où les gens utilisaient encore des os comme butoir de porte. À la place, la fumée montait et s'accumulait dans les chevrons, trouvant parfois une issue par un trou dans le toit ou restant simplement là où elle était, noircissant tout le plafond et transformant les poumons de chacun en cendriers doublés de laine. Pour un regard moderne, les maisons vikings pourraient sembler insupportablement enfumées, bondées et étrangement intimes, et c'est parce qu'elles l'étaient. Mais pour les Vikings, c'était la meilleure option avant de devenir une sculpture de neige. Des plateformes de couchage surélevées longeaient les murs, souvent rembourrées de paille, de mousse ou de tout ce qui était doux et vaguement inflammable. Les familles, et parfois leurs chèvres, dormaient toutes dans le même espace. Non pas parce qu'elles s'aimaient à ce point, mais parce que la chaleur n'était pas une option et que l'intimité n'avait pas encore été inventée. En bref, les maisons longues vikings n'étaient pas confortables, mais elles étaient efficaces. Elles maintenaient les gens en vie pendant des hivers brutaux, même si elles ne les gardaient pas particulièrement parfumés ou reposés. La mode viking tenait moins du défilé de haute couture que de la nécessité de ne pas mourir de froid avant le petit déjeuner. S'il y avait une chose que les Nordiques comprenaient mieux que les pillages, c'était la superposition de couches. Et pas seulement avec une écharpe et des moufles. Nous parlons d'une armure corporelle complète en laine, renforcée de fourrure, de cuir et d'une absence totale de honte. La couche de base, du lin, si vous aviez la chance d'en posséder. Le lin était léger, respirant et efficace pour évacuer la sueur. Malheureusement, il se déchirait aussi facilement et sa fabrication était coûteuse, c'est pourquoi la plupart des gens passaient directement à la laine. Beaucoup de laine. Les hommes vikings portaient des tuniques par-dessus des pantalons avec des bandes molletières qui étaient essentiellement des leggings thermiques anciens. Les femmes portaient de longues robes en laine superposées à des tabliers et des capes. Tout le monde portait des ceintures pour maintenir le tout et des sacoches pour transporter tout ce qui était nécessaire, couteau, silex, ou peut-être un morceau de fromage d'urgence. Les capes étaient essentielles. Elles étaient attachées avec des broches, parfois doublées de fourrure. Et si vous n'en aviez pas, il ne vous restait probablement plus beaucoup de temps à vivre. Les bottes étaient faites de peaux d'animaux, souvent de bovins ou de phoques, et imperméabilisées avec de généreuses quantités de graisse.
Les chaussures vikings n'étaient pas jolies, mais elles étaient scellées à la graisse et à l'épreuve du vent. Le seul inconvénient, c'est que vous sentiez comme une usine de viande séchée. Pour les plus dévoués, les intestins étaient parfois utilisés pour fabriquer des couches imperméables. Oui, de véritables entrailles d'animaux. Nettoyées, grattées, séchées et cousues pour former une sorte de proto-imperméable. Ce n'était pas respirant, mais cela protégeait de la neige et de la pluie. Et personne n'allait remettre en question votre tenue quand vous étiez littéralement enveloppé dans des organes internes. Chapeaux, mitaines et écharpes étaient tous standards, souvent faits de laine feutrée, c'est-à-dire de la laine battue jusqu'à ce qu'elle abandonne son intégrité structurelle pour devenir un tapis chaud et dense. Si vous n'aviez pas de gants, vous fourriez vos mains dans votre cape et espériez que personne ne remarquerait que vos doigts devenaient bleus. Pour survivre aux nuits glaciales de Scandinavie, les Vikings avaient une règle culinaire, manger comme si votre vie en dépendait, car c'était littéralement le cas. Les calories n'étaient pas un luxe, elles étaient une isolation. La cuisine d'hiver viking n'était pas élégante, mais elle était dense, grasse et d'un pragmatisme quasi agressif. Commençons par les essentiels, viande, produits laitiers, céréales et poissons conservés. Beaucoup de poissons conservés. Ils le fumaient, le salaient, le séchaient, le fermentaient, puis ne s'excusaient auprès de personne. Le lutefisk, par exemple, est du poisson blanc trempé dans de la lessive jusqu'à ce qu'il soit à parts égales nourriture et défi. Pas délicieux, mais incroyablement résistant à la détérioration. Pour des repas plus consistants, les ragoûts étaient la solution. Les Vikings jetaient tout ce qu'ils avaient dans une marmite sur le foyer. Morceaux de viande, légumes racines, avoine, même du lait aigre. Plus ça cuisait longtemps, mieux c'était. Le résultat n'était pas glamour, mais ça tenait au corps et probablement aussi au bol. Les produits laitiers étaient un aliment de base toute l'année, mais particulièrement cruciaux en hiver. Le fromage et le beurre étaient fabriqués pendant les mois chauds et stockés pour le rationnement de la saison froide. Et pas le genre de brie crémeux et agréable. Pensez à des palets durs, salés, en forme de roue, faits de survie lactée solide. Parfait pour mâcher, échanger ou lancer sur les loups. Ils fabriquaient aussi du skyr, qui était une sorte de yaourt, une sorte de fromage, et définitivement une version viking de tu vas le manger et tu en seras reconnaissant. Riche en protéines et incroyablement acide, c'était l'équivalent culinaire d'une gifle, vivifiant mais déroutant. Les céréales étaient stockées en vrac. L'orge et le seigle formaient la base des pains plats et des bouillies. Le pain viking était dense, foncé et parfois cuit avec de l'écorce d'arbre broyée pour étirer la farine. Encore une fois, pas savoureux, mais si votre taux de sucre dans le sang restait au-dessus de 0, il faisait son travail. Et enfin, l'alcool. La bière et l'hydromel n'étaient pas réservés au festin. Ils étaient caloriques, légèrement antiseptiques et profondément réconfortants quand vos orteils étaient engourdis. L'hydromel, en particulier, vous faisait oublier que vous viviez dans une cabane enfumée avec du bétail et 6 parents. Et s'il avait un goût terrible, c'était encore mieux, personne ne volerait vos restes. Quand l'hiver frappait fort, et en Scandinavie, c'était toujours le cas, les Vikings se tournaient vers leur source de chaleur la plus fiable, les autres mammifères. Faire entrer les animaux à l'intérieur n'était pas considéré comme étrange, c'était considéré comme efficace. Poulets, cochons, moutons, chèvres et même des bovins étaient invités à l'intérieur des maisons longues vikings, non pas pour la compagnie, mais pour la chaleur corporelle. Pensez Y comme à un chauffage central médiéval alimenté par des meuglements. Le bétail était généralement logé dans une section de la maison longue appelée le baïr, essentiellement la partie garage étable de la structure. Un muret bas séparait semi-humains et animaux. Et par semi-séparés, nous entendons assez proches pour sentir, mais pas assez pour caresser sans conséquence. Lors des nuits brutalement froides, les frontières s'estompaient. Une famille pouvait se blottir plus près du baïr. Les enfants pouvaient faire la sieste à côté d'un mouton. Si le bœuf était chaud et consentant, félicitations. C'était votre oreiller maintenant. Pas douillet, mais indéniablement efficace. La logique était simple, les animaux génèrent de la chaleur. Une vache peut produire autant de chaleur qu'un petit feu de camp et ne nécessite pas de petit bois. Dans des conditions extrêmes, cette chaleur pouvait faire la différence entre se réveiller avec des engelures et se réveiller seulement légèrement agacé par le cochon qui ronfle. Bien sûr, les effets secondaires étaient moins charmants. Il fallait supporter le bruit,
l'odeur et le sabot occasionnel au mauvais endroit. Et pourtant, les Vikings ne se plaignaient pas. Ils comprenaient une vérité universelle, la chaleur d'abord, la dignité plus tard. Il ne s'agissait pas seulement de chaleur. Garder les animaux à proximité les protégeait du vol, des prédateurs et du gel à l'extérieur. Le bétail représentait la richesse d'une famille, sa réserve de nourriture et son système de chauffage, le tout dans un seul paquet poilu et mangeur de foin. Dans de nombreux cas, les maisons longues étaient conçues dans cet esprit. Les constructeurs canalisaient intentionnellement la chaleur du bail vers les quartiers d'habitation. C'était une architecture dictée par l'instinct de survie, simple, efficace et sans complexe olfactif. Les Vikings ne se contentaient pas de survivre au froid, ils l'enduraient avec une quantité troublante de bonne humeur. Quand le feu faiblissait, que les chairs devenaient grincheuses et que la fumée transformait votre maison longue en barbecue, il vous restait une dernière défense contre le froid, les autres. Se blottir n'était pas seulement une question de chaleur, c'était de l'ingénierie communautaire. Les familles dormaient côte à côte sur des plateformes surélevées, recouvertes de laine et de tout bout de peau qui n'étaient pas utilisés pour réparer le toit. L'intimité était un mythe. Le confort était une rumeur. Mais la chaleur, elle, était partagée. Les enfants se nichaient entre les adultes. Les personnes âgées étaient traitées comme des reliques chauffées. Les chiens et les chats n'étaient pas des animaux de compagnie, c'étaient des dispositifs thermiques à moustache. Tout le monde s'entassait, respirant l'air enfumé et parfumé au chou des autres et prétendant ne pas entendre l'oncle Bjorn ronfler comme un élan blessé. Mais il ne s'agissait pas seulement de survie physique. L'isolement hivernal pouvait vous ronger l'esprit plus vite que vos orteils. C'est là qu'intervenait l'humour viking, brut, direct et étrangement efficace. Il racontait des sagas et chantait des chansons, souvent sur des guerriers mourant de froid héroïquement. Ce qui, d'une manière ou d'une autre, réconfortait tout le monde. Il se chambrait avec un esprit vif et sans filtre. Rien ne combattait mieux la dépression saisonnière que de se moquer de son cousin tombé dans les latrines la semaine précédente. Les festins étaient un autre stimulant essentiel pour le moral. Au milieu de l'hiver, la nourriture accumulée depuis l'automne était sortie en portions généreuses, non seulement pour célébrer Yule, mais pour rappeler à tous, nous sommes toujours en vie. Et regardez, nous avons des navets. Les Vikings organisaient également des jeux et des compétitions à l'intérieur, incluant parfois des énigmes, des jeux de société comme une sorte de proto-échec avec plus de trahison, ou des combats de lutte qui renversaient occasionnellement le bétail. Le but n'était pas seulement le divertissement, c'était la distraction du froid, de l'obscurité et de la possibilité très réelle que le printemps ne vienne jamais. Mais surtout, ils survivaient à l'hiver parce qu'ils s'attendaient à ce qu'il soit difficile. Il n'y avait pas de plainte, pas de sentiment de droit au confort. La misère était le réglage par défaut. Tout ce qui était mieux était un bonus. L'isolation, telle que nous la connaissons aujourd'hui, implique de la fibre de verre, de la mousse ou d'autres matériaux de haute technologie avec des noms de marques accrocheurs et des étiquettes d'avertissement. Les Vikings n'avaient pas ce luxe. Leur plan d'isolation était simple. Bourrez autant de nature que possible dans vos murs et espérez que ça tienne. Une maison longue viking n'était pas une cabane pleine de courants d'air par accident. C'était par conception, en quelque sorte. Ces maisons étaient conçues pour retenir la chaleur en utilisant tous les matériaux disponibles. Le bois, si vous viviez près des forêts, la tourbe et la pierre, si ce n'était pas le cas. Les murs étaient épais, parfois jusqu'à 1 mètre, et l'idée était de piéger la chaleur par tous les moyens nécessaires. Entre les rondins ou les pierres, ils tassaient de la mousse, de la paille, de la boue ou des poils d'animaux. Tout ce qui était fibreux, dense et avait une vague odeur de chaleur était fourré dans les fissures. Ce n'était pas glamour, et vous ne vouliez probablement pas vous appuyer pieds nus contre les murs, mais ça fonctionnait. Les toits étaient souvent en chaux mou, encore mieux, recouverts de gazon, c'est-à-dire littéralement de l'herbe et de la terre. Ce n'était pas une tendance de design éco-hipster. Les toits de tourbe étaient excellents pour l'isolation, décents pour évacuer l'eau, et dans les bonnes conditions, y poussaient occasionnellement des mauvaises herbes ou des champignons. Jardinage d'intérieur. Peut-être. Bar à salade accidentelle? Possiblement. Le sol était généralement juste de la terre battue, parfois recouverte de paille ou de joncs qui étaient changés périodiquement. Et par périodiquement, nous entendons chaque fois que la puanteur ne pouvait plus être rationalisée comme étant rustique.
Les fenêtres étaient rares et petites si elles existaient. La lumière venait du feu ou de trous de fumée stratégiquement placés. Pourquoi pas de grandes fenêtres? Parce que le verre était cher, les courants d'air étaient mortels, et les Vikings ne se souciaient pas beaucoup de la lumière naturelle quand il faisait nuit noire dehors pendant 3 mois de toute façon. Et pourtant, cette collection hétéroclite de bois, de tourbes et de peluches biologiques était étonnamment efficace. Elle transformait une maison longue en une mijoteuse de chaleur corporelle communautaire et d'haleine de chèvre, parfaitement capable de résister à l'hiver scandinave. Ce n'était pas un spa. Ce n'était pas respirant. Cela ne respectait probablement aucun code du bâtiment moderne, mais cela gardait les familles vikings en vie, au chaud, et juste assez enfumées pour conserver leur nourriture et dérouter les insectes. Quand le feu baissait et que le vent hurlait dehors comme un démon du gel en colère, les Vikings comptaient sur une méthode éprouvée pour survivre à la nuit, dormir comme si votre vie en dépendait, car c'était le cas. Les arrangements de couchage vikings relevaient moins de la chambre privée que de la stratégie de masse thermique. Des familles entières, incluant parfois des parents éloignés et le bétail qui ne se sentait pas bien, dormaient sur des plateformes en bois surélevé qui longeaient les murs de la maison longue. Ces lits étaient garnis de paille, de mousse ou de foin, et recouverts de fourrure, de laine et de résignation. Il n'y avait pas de drap, pas de couette, pas de thé d'oreiller brodé. Si c'était doux et que ça ne mordait pas, ça allait sur le lit. Tout le monde dormait dans ses vêtements. Se changer en pyjama par des températures négatives était un bon moyen de devenir un glaçon viking, alors les couches restaient en place. Les bottes étaient même parfois portées au lit. Si cela semble ridicule. Rappelez-vous, les engelures ne se soucient pas de votre dignité. Les nourrissons étaient emmitouflés et tenus près du corps. Les enfants étaient souvent placés entre les parents ou les frères et sœurs plus âgés, non pas pour un lien affectif, mais pour une pure isolation logistique. C'était essentiellement un pain de viande familiale d'humains et de laine. Les couples dormaient ensemble, évidemment, mais aussi quiconque pouvait se faufiler. La pudeur n'était pas une priorité. La chaleur l'était. Si les pieds de quelqu'un erraient un peu, cela s'appelait la survie, pas le scandale. Les capes de laine étaient drapées sur les corps comme des couvertures thermiques médiévales. Les peaux d'animaux, en particulier de rennes ou d'ours, ajoutaient une autre couche de chaleur. Si vous aviez une couverture en peau d'ours, vous étiez soit très riche, soit très chanceux, soit très déterminé à chasser des choses terrifiantes en hiver. Dans les foyers plus riches ou pendant les hivers particulièrement rudes, des pierres ou des briques chauffées étaient parfois placées sous la literie. Oui. Les Vikings avaient leur propre version de la bouillotte, seulement plus lourde et plus susceptible de vous brûler la cuisse. Et si le feu dans le foyer s'éteignait pendant la nuit, vous ne le rallumiez pas immédiatement. Vous rapprochiez quelqu'un de vous et marmonniez quelque chose en vieux norrois qui se traduisait probablement par « n'ose plus jamais voler la fourrure ». En bref, dormir dans une maison longue viking n'était pas glamour. C'était enfumé, à l'étroit, et avec une chance de 100% de ronflement, mais ça fonctionnait. En théorie, la fumée était censée monter et s'échapper par le toit de chaume ou une ouverture près du sommet de la structure. En pratique, elle s'accrochait au chevron comme un invité indésirable et filtrait lentement dans les poumons de tout le monde. On ne respirait pas d'air frais dans une maison viking. On respirait de l'air expérimenté. À la fin d'une soirée d'hiver, votre poitrine avait l'impression d'avoir fumé une épaule de porc, et l'épaule de porc aussi. Curieusement, ce n'était pas entièrement mauvais. La fumée aidait à conserver les viandes et les poissons suspendus au chevron. Elle tenait également les insectes et la moisissure à distance. De plus, l'exposition constante à faible niveau a probablement donné à chaque viking le système respiratoire d'un mineur de charbon victorien. Pourtant, les inconvénients étaient difficiles à ignorer. Yeux rouges, tout rauque et plafond taché plus sombre que l'humeur d'Odin. Les jeunes enfants et les personnes âgées souffraient probablement le plus, étant plus petits et donc plus proches des couches de fumée les plus denses. Vous savez, parce que la physique est une garce. Certaines familles tentaient de gérer cela en construisant des plateformes surélevées ou en dormant plus près du sol pour éviter le pire du brouillard. D'autres enduraient simplement, les yeux larmoyants en remuant le ragoût ou en essayant de trouver leur lit sans trébucher sur une chèvre à moitié cuite. Une poignée de maisons vikings, du genre haut de gamme, avaient de véritables sorties de fumée dans le toit. Mais pour la famille nordique moyenne, la fumée faisait simplement partie de l'ambiance. Elle vous réchauffait,
assaisonnait votre nourriture et vous rappelait chaque jour que le feu était à la fois un ami et un danger pour la santé. Et si les choses devenaient trop enfumées, vous ouvriez une porte. Laissiez entrer l'air frais et vous geliez les orteils. Quand les jours les plus sombres de l'année arrivaient et que le soleil décidait de prendre un mois de congé, les Vikings se tournaient vers un outil de survie ancien et très efficace, la célébration. On ne peut pas mourir de froid si l'on est trop occupé à boire et à crier autour d'un feu de joie. C'est là qu'intervient Yule, le festival du solstice d'hiver qui était à parts égales observance religieuse, tactique de survie et excuse pour manger tout ce qui n'était pas cloué. Il commençait généralement autour du solstice d'hiver et s'étendait sur des jours, parfois même des semaines, selon la générosité de la réserve d'hydromel. Ce n'était pas juste une fête, c'était un radeau de sauvetage psychologique. Yule remontait le moral quand il raclait le sol couvert de givre. Il donnait aux gens quelque chose à attendre avec impatience, à part ne pas mourir. Les familles se réunissaient, les animaux étaient sacrifiés, vous savez, pour les bénédictions et pour le dîner, et de grands feux étaient allumés pour symboliser le retour du soleil. Ce n'étaient pas de petites flammes romantiques, c'étaient des brasiers rugissants qui défiaient pratiquement la nuit de s'approcher. Ils se régalaient de viande conservée, buvaient de la bière et de l'hydromel, racontaient des sagas, jouaient à des jeux et parfois, juste parfois, ils chantaient. Et pas poliment non plus. Le chant viking ressemblait probablement à quelqu'un essayant de charmer un orage avec un cri de guerre. La bûche de Yule, aujourd'hui un dessert pittoresque ou une pièce maîtresse décorative, était à l'origine une véritable bûche qui brûlait pendant des jours. Elle était censée représenter la chaleur, la continuité et le fait de ne pas geler sa famille. Pratique et symbolique, très viking. Il y avait aussi des préoccupations surnaturelles. L'hiver était considéré comme une période où les esprits, les trolls et les ancêtres agités erraient librement. Des rituels, des charmes et des offrandes étaient donc faits pour maintenir la paix et peut-être pour convaincre ces esprits de ne pas voler votre chèvre. Et, oui, beaucoup de traditions de Noël modernes ont été empruntées à Yule. Les conifères, les festins, les cadeaux, le fait de traîner des arbres morts à l'intérieur, tout cela était approuvé par les Nordiques. Mais par-dessus tout, Yule consistait à endurer ensemble. Dans un monde sans interrupteur, sans supplément de vitamine D et sans concept de dépression saisonnière, les Vikings créaient de la joie à partir de rien avec du feu, de la nourriture et une croyance inébranlable que le froid passerait, parce qu'il passait toujours. Et quand ce n'était pas le cas, eh bien, au moins vous partiez le ventre plein et avec une histoire digne d'être racontée. Dans la Scandinavie de l'âge viking, l'or était bien. L'argent était mieux, mais la laine ? La laine, c'était la vie. La laine n'était pas juste un matériau, c'était l'arme principale d'un viking contre le froid, juste après le feu et le câlin occasionnel avec un mouton. Elle était filée, tissée, cousue et superposée pour tout faire, cape, tunique, chaussettes, moufles, sous-vêtements et couvertures. Si ça pouvait être fait en laine, ça l'était. La raison était simple, la laine fonctionne. Contrairement au coton, qui s'accroche à vous comme une trahison froide et humide, la laine conserve la chaleur même lorsqu'elle est humide, ce qui est pratique lorsque les prévisions météorologiques locales annoncent un brouillard givrant avec un soupçon de regret. Chaque foyer, en particulier dans les fermes rurales, élevait des moutons, non pas pour leur mignonnerie ou leur fromage, mais pour le miracle glorieux et qui gratte qui poussait sur leur dos. Filer la laine était un travail de toute l'année, généralement effectué par les femmes et les enfants. En hiver, cela devenait la chose la plus proche du chauffage du futur. Les Vikings ne faisaient pas de la mode pour la mode, mais leurs vêtements en laine étaient étonnamment ajustés. Les tuniques étaient cintrées. Les capes étaient coupées pour permettre la mobilité. Les bandes molletières étaient savamment attachées pour éviter de trébucher en plein blizzard. La forme suivait la fonction, et la chaleur suivait la forme. En fait, la qualité de votre laine en disait long sur vous. Une laine grossière signifiait que vous étiez pauvre ou pratique. Une laine douce et tissée serrée, c'était le luxe. L'équivalent viking d'un sweat à capuche en cachemire. Les Vikings riches pouvaient s'offrir de la laine teinte, parfois même des couleurs importées comme le bleu ou le rouge. Tous les autres portaient 37 nuances de mouton. Et n'oubliez pas le feutre, de la laine qui avait été trempée, piétinée et maltraitée jusqu'à ce qu'elle fusionne en un tapis coupe-vent. Les Vikings utilisaient le feutre pour les chapeaux, les bottes, les moufles et parfois pour isoler les murs. C'était comme fabriquer du tissu à partir de rage et de sueur de pied, mais ça fonctionnait.
Les vêtements en laine étaient rapiécés, réparés et transmis de génération en génération. Rien n'était gaspillé. Même les chutes de laine étaient retissées en chaussettes ou en rembourrage. Une bonne cape pouvait durer des générations, à condition qu'elle ne prenne pas feu, ne s'envole pas ou ne soit pas enterrée avec vous dans le cadre de votre tenue de départ. Cela peut sembler une contradiction, mais certains des peuples les plus frileux de l'histoire étaient aussi de grands amateurs de se refroidir encore plus volontairement. Oui, les Vikings avaient un faible pour les saunas et les bains de glace, car pourquoi simplement survivre au froid quand on peut le défier en duel? Les étuves vikings, appelées badstués, étaient de petits tutus des fosses construites avec de la pierre et de la tourbe où des pierres chaudes étaient arrosées d'eau pour produire de la vapeur. Vous vous asseyez à l'intérieur à moitié nu, transpirant comme un berserker lors d'un festin d'été, tandis que le monde extérieur gelait. C'était une pause chaude, humide et enfumée de la réalité glacée au-delà de la porte. Puis, et c'est là que le vrai plaisir commence, certains vikings couraient directement dehors et plongeaient dans l'eau glacée ou se roulaient dans la neige, volontairement, pour des raisons de santé, ou plus réalistement, parce qu'ils essayaient de se prouver à eux-mêmes, aux dieux et à quiconque regardait qu'ils ne craignaient absolument rien, pas même l'hypothermie. Ces rituels chaud-froid n'étaient pas seulement pour se vanter, ils étaient pratiques. La transpiration aidait à nettoyer le corps, ou du moins vous donnait l'impression de faire quelque chose contre le fait que vous ne vous étiez pas baigné correctement depuis des semaines. Les changements extrêmes de température stimulaient également la circulation, dégageaient les sinus et vous faisaient temporairement oublier que vous viviez dans un monde sans isolation ni analgésique. Ils avaient aussi une fonction sociale. Les saunas étaient communaux, ce qui signifie que les familles ou les groupes transpiraient et gelaient ensemble, parfois dans le cadre de rituels, parfois juste pour créer des liens en se vaporisant lentement leurs regrets. Et, bien sûr, les hammams servaient également de salles d'accouchement, d'espaces de guérison et d'hôpitaux de fortune. Si quelque chose devait être réparé, chauffé ou évacué, la réponse viking était presque toujours « cuisons-le d'abord, puis congelons-le pour faire bonne mesure ». Ces traditions étaient si efficaces qu'elles ont perduré. En fait, les pays nordiques modernes adoptent toujours la culture du sauna, bien que de nos jours, ils aient tendance à laisser les chèvres en dehors. Survivre au froid était une chose. Survivre à l'ennui, c'était une autre forme de guerre. Avec de longues nuits sombres, un sol gelé et des mois sans pouvoir piller, naviguer ou planter quoi que ce soit, les Vikings devaient faire preuve de créativité pour passer le temps à l'intérieur sans perdre la tête ou assassiner leurs proches. D'abord, les réparations et les préparatifs. L'hiver était la période idéale pour aiguiser les armes, réparer les outils, retendre les arcs et raccommoder les vêtements. Si votre chemise avait un trou en octobre, vous pouvez être sûr qu'elle était rapiécée à la lueur des bougies en décembre, à moins que vous n'appréciez les engelures dans de nouveaux endroits créatifs. Puis il y avait le filage et le tissage. Les femmes, les enfants et toute personne ayant deux mains fonctionnelles passaient des heures interminables à transformer la laine en fil et le fil en vêtements. Ce n'était pas glamour, mais vous saviez que votre cape ne se fabriquait pas toute seule. Chaque point était une couche de plus entre vous et la mort par refroidissement éolien. L'artisanat entrait aussi en jeu, sculpture sur bois, outils en os, peigne en bois de serre. L'hiver était le moment où le pratique devenait artistique. La maison longue pouvait paraître austère de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était une ruche de productivité silencieuse et de jurons occasionnels lorsque quelqu'un laissait tomber une aiguille. La narration était la grande affaire. Les Vikings n'avaient pas Netflix, mais ils avaient des sagas, des récits oraux épiques sur les dieux, les héros, les monstres et d'autres membres de la famille qui avaient fait de mauvais choix de vie. Ces histoires étaient transmises à la lueur du feu, chaque narration étant légèrement exagérée pour un effet dramatique. Thor n'a pas seulement tué le géant, il a probablement frappé la lune après. Les jeux aidaient aussi. Les Vikings jouaient à des jeux de société comme le Hnefatafl, un jeu de stratégie qui fait passer les échecs pour un morpion, et à des jeux de dés qui combinaient chance, bluff et peut-être un peu de jeu d'argent. Certaines familles jouaient aussi aux énigmes ou organisaient des duels simulés lorsque les choses devenaient vraiment ennuyeuses. Bien sûr, l'alcool aidait à lubrifier tout cela. L'hydromel rendait les récits plus drôles, l'artisanat plus négligé et les querelles familiales légèrement plus divertissantes pour les spectateurs. Les Vikings ne combattaient pas seulement le froid avec des capes, des feux et une relation discutable avec le bétail. Ils le combattaient avec leur état d'esprit. Et pas le genre d'affiche de motivation, plutôt un refus sombre et viscéral d'être impressionné par la nature qui tentait de les tuer.
Pour le nordique moyen, l'hiver n'était ni inattendu ni tragique. Il faisait simplement partie du calendrier, comme la saison des semailles ou le moment de piller à nouveau la France. Il ne redoutait pas l'hiver. Il s'y préparait, s'y attendait et l'accueillait avec l'équivalent émotionnel d'un haussement d'épaule. Ce n'était pas un accident. La culture viking entraînait les gens dès la naissance à voir les difficultés non pas comme un problème, mais comme un terrain d'épreuve. Le froid, la douleur, la faim, ce n'était pas un échec, c'était le développement du caractère. On ne se plaignait pas, on endurait. Idéalement, avec une grimace stoïque et peut-être un commentaire sarcastique sur le fait que c'était toujours mieux que de s'occuper des impôts. Cet état d'esprit n'était pas seulement culturel, il était spirituel. La mythologie nordique est remplie de géants du gel, d'hivers sans fin et de dieux qui traversent la souffrance comme si c'était un mardi ordinaire. Quand votre système de croyance inclut une apocalypse littérale appelée fin bulvêtre, un gel sans fin et dévorant avant la fin du monde, vous cessez de sourciller devant un peu de neige. Cette ténacité mentale était renforcée socialement. La faiblesse n'était pas moquée, exactement. Elle était simplement ignorée. Personne ne voulait être celui qui ne supportait pas l'obscurité. Alors les gens continuaient. Ils restaient occupés. Ils plaisantaient sur le froid. Ils riaient au nez du désespoir, puis se versaient une autre chope d'hydromel et continuaient à coudre leur 43e moufle. Même les enfants apprenaient à tenir bon très tôt. Si tes doigts étaient froids, tu utilisais tes coudes. Si tes orteils étaient engourdis, marche plus vite. Si tu tombais à travers la glace et que tu survivais, félicitations. Tu étais maintenant assez intéressant pour qu'on raconte des histoires sur toi. Était-ce sain? Probablement pas efficace? Absolument. Les manuels de survie modernes parlent de l'importance de l'état d'esprit. Les Vikings le savaient déjà. Ils ne voyaient pas l'hiver comme un ennemi à vaincre. Ils le voyaient comme un test, un qu'ils avaient déjà réussi 100 fois auparavant. Et c'est ainsi qu'ils ont survécu aux nuits les plus froides, avec du feu, de la fourrure et un doigt d'honneur psychologique brandi face au vent. S'il y a une chose que les Vikings comprenaient mieux que la plupart, c'est ceci: personne ne survit à l'hiver seul. Vous pouvez avoir la cape la plus chaude, la chèvre la plus grasse et la maison longue la plus robuste, mais sans communauté, vous n'êtes qu'une personne frileuse avec de superbes accessoires. La société viking était fondée sur l'interdépendance. Les familles ne vivaient pas isolées. Elles se regroupaient en fermes, villages ou colonies, souvent composées de parents éloignés et d'alliés proches. Quand l'hiver frappait, ce réseau devenait votre bouée de sauvetage littérale. La nourriture était partagée. Le bois de chauffage était mis en commun. Si votre toit s'effondrait, quelqu'un vous aidait à le réparer. Si votre enfant tombait malade, quelqu'un offrait des herbes, des prières ou, à tout le moins, un grognement sympathique. Ce n'était pas de la générosité pour la générosité, c'était des maths de survie. Plus vous gardiez de gens en vie pendant l'hiver, plus vous auriez de bras au printemps pour l'agriculture, la navigation, le combat ou simplement pour retenir les vaches pendant la saison des vélages. Aider les autres, c'était s'aider soi-même, même si cela signifiait partager votre dernier poisson fumé avec un cousin que vous n'aimiez pas particulièrement. Lors des festins de mi-hiver comme Yule, ce lien était renforcé par la nourriture, les récits et une philosophie de bas étage arrosée d'alcool. Ce n'était pas que des fêtes, c'était un ciment social, maintenant le moral intact et rappelant à tous qu'ils n'affrontaient pas l'obscurité seuls. Même le stockage des ressources reflétait cet état d'esprit. Les greniers communaux, les saloirs à viande et les fumoirs n'étaient pas rares. Si les provisions d'une famille s'épuisaient, d'autres mettaient la main à la pâte, non pas par politesse, mais parce que l'hiver était long et qu'un maillon faible dans la chaîne pouvait entraîner tout le groupe. La justice et le leadership jouaient aussi un rôle. Les chefs locaux ou ogoars, prêtres et chefs juridiques, étaient responsables du maintien de l'ordre, mais aussi de s'assurer que personne ne gelait dans un fossé. Leur réputation dépendait de leur capacité à gérer à la fois la loi et la logistique. Un chef respecté était celui qui pouvait régler un différend et organiser la collecte de bois de chauffage. Il y avait aussi, bien sûr, la pression des pairs. Si vous essayiez d'accumuler de la nourriture ou de sauter vos corvées, vos voisins le remarqueraient. Et dans la société viking, être jugé par tout le village était à peine moins grave que la mort. Au bout du compte, la neige, l'obscurité, le bétail ronflant dans votre lit, une vérité demeurait:
les Vikings n'ont pas seulement survécu à l'hiver, ils l'ont transformé en un terrain d'épreuve. Chaque couche de laine, chaque bouffée de fumée, chaque blague sinistre autour du foyer faisait partie d'un plan culturel conçu dans un seul but, l'endurance. L'hiver n'était pas un obstacle, c'était un adversaire. Et les Vikings, ils s'entraînaient toute l'année pour le match. Ils s'adaptaient constamment. Si la maison longue était trop exposée au courant d'air, ils la rapiéçaient avec de la mousse. Si le ragoût était clair, ils l'épaississaient avec du navet. Si les nuits s'éternisaient pendant des semaines, ils les remplissaient d'histoires, de jeux, de rituels et d'un match de lutin impromptu occasionnel entre cousins. Pas de chauffage central? Très bien, ils construisaient des foyers. Pas d'équipement imperméable? Ils l'inventaient avec des moutons et de l'obstination. Pas d'antidépresseurs? Ils avaient des sagas, de l'hydromel et ce genre d'humour noir qui fait peur à la dépression saisonnière. Et tandis que d'autres civilisations ralentissaient en hiver, les Vikings l'utilisaient pour se renforcer. Les armes étaient réparées, les enfants étaient entraînés, de nouvelles idées prenaient forme autour du feu. Quand la glace fondait, ces gens ne sortaient pas en titubant et en clignant des yeux au soleil. Ils sortaient prêts. Prêts à planter des cultures, construire des navires, faire des alliances ou traverser les océans vers des endroits plus chauds, plus riches ou simplement dignes d'être pillés. L'hiver ne les affaiblissait pas, il les endurcissait, les rendait plus minces, plus méchants et plus inventifs. Leur succès ne venait pas de la magie ou d'une isolation divine. Il venait d'un engagement implacable, souvent enfumé, à survivre par tous les moyens nécessaires. Que cela signifie dormir sous une chèvre, transpirer dans une hutte ou manger du yaourt qui servait aussi de scellant industriel, ils le faisaient, et ils le faisaient ensemble. L'ascension d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln est né le 12 février 1809 dans une cabane en rondin d'une seule pièce, à la lisière de la nature sauvage du Kentucky, un endroit où la survie n'était jamais garantie et où l'éducation était une préoccupation secondaire. Son père, Thomas Lincoln, était un fermier et charpentier travailleur mais sans instruction. Sa mère, Nancy Hanks Lincoln, était calme, douce et lettrée, une rareté à la frontière. Ensemble, ils vivaient dans une quasi-pauvreté, arrachant leur subsistance d'un sol maigre et de bois épais. La cabane elle-même n'avait ni fenêtre, ni plancher, et certainement pas d'étagère. Le monde d'Abraham, pendant une grande partie de sa jeunesse, fut fait de chandelles, de silence et de labeur sans fin. Il grandirait en coupant du bois, en transportant de l'eau et en portant des vêtements qui étaient plus des pièces que du tissu. Il n'y eut pas d'école formelle pendant ses premières années. En fait, Lincoln estimerait plus tard avoir eu moins d'une année complète d'éducation formelle dans toute sa vie, mais il avait quelque chose de plus puissant, un esprit agité et une soif insatiable d'apprendre. Quand Nancy Hanks mourut en 1818, probablement de la maladie du lait, Abraham n'avait que 9 ans. Sa mort laissa un vide dans la vie du garçon qui ne se refermerait jamais vraiment. Elle avait été son encre émotionnelle, celle qui voyait quelque chose de différent en lui. Après son enterrement, qui fut fait à la main dans la forêt derrière leur ferme, le jeune abbé tailla lui-même un marqueur en bois. Il était brut, grossier et trempé de larmes, mais il disait tout. Il se souvenait d'elle. Quelques mois plus tard, Thomas se remaria avec une veuve nommée Sarah Bush Johnston. Contrairement à la stéréotypée méchante belle-mère, Sarah apporta de la chaleur, des livres et de la structure. Elle reconnut l'intelligence de Lincoln et encouragea sa curiosité. Entre les corvées, il dévorait tout ce qu'il pouvait trouver, les fables d'Ésope, Robinson Crusoe, la Bible. S'il ne pouvait pas obtenir un livre, il écrivait ses propres pensées avec du charbon de bois sur des bardeaux. Ce garçon, pieds nus et maigre comme un clou, avec un visage trop sérieux pour son âge, forgeait déjà quelque chose en lui. Le monde ne lui avait pas donné grand-chose. Pas d'argent, pas de relations, pas de facilité. Mais il avait un feu intérieur qui ne pouvait être étouffé. Et dans cette minuscule cabane dans les bois du Kentucky, Abraham Lincoln commença la longue et improbable ascension vers la grandeur. Alors que Lincoln entrait dans l'adolescence, la vie à la frontière ne s'adoucissait pas. Au contraire, elle s'endurcissait. Sa famille déménagea à nouveau, cette fois dans les forêts denses et marécageuses de l'Indiana. Chaque jour était une bataille contre les éléments, défricher des arbres, labourer un sol argileux épais et survivre à des hivers brutaux avec un peu plus qu'un feu de cheminée et de l'espoir. Mais tandis que son corps était modelé par la hache et la terre, son esprit restait ailleurs.
Il devint connu parmi les voisins non pas pour sa force, bien qu'il fût impressionnamment fort, mais pour sa taille imposante et son habitude particulière de lire à chaque moment de libre. Il transportait des livres en marchant, récitait Shakespeare de mémoire en réparant les clôtures, et s'asseyait sous les arbres en griffonnant des pensées dans les marges de n'importe quel bout de papier qu'il pouvait trouver. Son humour commença aussi à se développer, sec. Observateur, souvent autodérisoire. Il était l'original, l'adolescent dégingandé qui citait Jefferson pendant que les autres échangeaient des histoires de chasse. Lincoln avait une présence sociale maladroite. Il était timide mais bavard, étrange mais magnétique. Quand il parlait, les gens écoutaient. Il ne pouvait s'en empêcher. Ses mots étaient clairs, puissants, parfois drôles, mais toujours visant quelque chose de vrai. Son compas moral, même alors, pointait droit vers le nord. Il détestait la cruauté. Il détestait l'esclavage, et il détestait la façon dont l'ignorance était utilisée pour justifier les deux. Malgré son manque d'éducation formelle, Lincoln commença à développer une passion pour le droit. L'idée que les mots, et non les points, pouvaient gagner des batailles l'intriguait. Il apprit lui-même à écrire clairement et à argumenter logiquement. Il lisait tous les livres de droit qu'il pouvait trouver. La nuit, d'autres pouvaient boire ou jouer. Lincoln était dans une pièce sombre, lisant les commentaires de Blackstone à la lueur d'une bougie. Au début de la vingtaine, il quitta définitivement la maison. Il travailla comme batelier sur le fleuve Mississippi, témoin direct des horreurs de la traite des esclaves à la Nouvelle-Orléans. Ces images resteraient avec lui, gravées dans sa conscience. À son retour, il s'installa à New Salem, dans l'Illinois, et commença à se réinventer. Il apprit la grammaire, rejoignit la société de débat locale et, à la seule force de sa volonté, entama la longue marche pour devenir avocat. Il n'avait ni diplôme, ni grade, ni pédigré, juste la conviction que la connaissance était le pouvoir et qu'elle pouvait être sculptée comme tout le reste dans sa vie, avec effort, vision et un peu de douleur. Au moment où Abraham Lincoln devint avocat, il était déjà une légende dans le centre de l'Illinois, non pas en raison de son prestige, mais de sa présence. Il n'était pas le genre d'homme à entrer dans une pièce et à exiger l'attention avec des vêtements chers ou un charme poli. Il était souvent débraillé, son pantalon trop court, son manteau mal ajusté. Mais quand il se levait pour parler, les gens se penchaient. Il avait quelque chose de plus précieux que la mode, la clarté, l'honnêteté et la capacité à créer un lien. La carrière juridique de Lincoln était non conventionnelle. Il n'a pas fréquenté d'école de droit. Il a lu des livres de droit empruntés à des avocats généreux et a réussi l'examen du barreau en autodidacte. Une fois admis, il a parcouru le 8e circuit judiciaire, un vaste réseau de tribunaux ruraux qu'il sillonnait à cheval, parfois pendant des semaines. Les routes étaient de la boue au printemps, de la poussière en été et de la glace en hiver. Il dormait dans des tavernes, des cabanes en rondins et à la belle étoile, mais il adorait ça. Ce qui distinguait Lincoln au tribunal, ce n'était pas seulement sa logique, c'était son empathie. Il pouvait se connecter avec les jurés d'une manière que les avocats polis ne pouvaient jamais faire. Il parlait simplement, peignait des histoires vivantes et traitait même le plus petit fermier ou la veuve la plus pauvre avec respect. Un fermier a dit, « Il vous fait sentir comme s'il était l'un de nous, pas au-dessus de nous », et c'était la vérité. Lincoln n'a jamais oublié d'où il venait, et il n'a jamais prétendu être quelque chose qu'il n'était pas. Mais il n'était pas tendre. Au tribunal, quand une affaire comptait, quand il y croyait, il était implacable. Ses discours pouvaient être lents, voire maladroits, mais ils prenaient de l'ampleur. Il posait les faits comme des briques, l'une après l'autre, jusqu'à ce que la partie adverse s'effondre sous ses propres contradictions. Ses contre-interrogatoires étaient des pièges doux. Il endormait les témoins dans un confort apparent, puis posait une question qui brisait leur témoignage. Avec le temps, Lincoln est devenu connu sous le nom de Honest Abe, Abe l'honnête. Ce n'était pas un slogan de campagne, c'était mérité. Il rendait les honoraires s'il pensait qu'une affaire était injuste. Il refusait de représenter des clients qui mentaient. Et quand d'autres avocats prenaient des raccourcis, il s'éloignait simplement. Sa réputation grandit en tant qu'avocat qui comprenait la loi et la terre. Mais en coulisses, un autre feu couvait, la politique. Le droit lui avait appris comment les gens fonctionnaient. Maintenant, il voulait aider à changer le système dans lequel il vivait.
Et alors que l'esclavage s'insinuait de plus en plus dans le débat national, la conscience tranquille de Lincoln était sur le point de rugir. La première véritable incursion de Lincoln en politique ne fut pas exactement fulgurante. En 1832, à seulement 23 ans, il se présenta à la législature de l'État de l'Illinois et perdit. Mais l'échec ne le découragea pas. Au contraire, cela clarifia ce qu'il devait faire, écouter plus, apprendre plus et rencontrer les gens là où ils étaient. 2 ans plus tard, il essaya à nouveau et gagna. À Springfield, la nouvelle capitale, Lincoln se fit rapidement connaître pour ses discours mesurés, son esprit sec et sa conviction morale. Il ne criait pas. Il ne complotait pas. Mais quand il se levait à la chambre de l'État et parlait, les gens s'en souvenaient. Il n'était pas intéressé par les victoires faciles ou les slogans tape à accent grave l'œil. Son objectif était plus profond, comprendre les mécanismes de la loi, de la société et de la justice. Lincoln s'aligna sur le parti Whig, un groupe qui croyait en la modernisation, les infrastructures et la limitation du pouvoir exécutif. Mais même en tant que Whig, il resta prudent quant à l'ambition. Il plaisantait souvent sur le fait d'être trop laid pour la politique. Il lisait avec voracité, débattait avec énergie, mais ne semblait jamais convoiter le pouvoir comme les autres hommes. Au contraire, la politique semblait être un fardeau qu'il acceptait plutôt qu'il ne le poursuivait. Pendant ses 4 mandats à la législature de l'Illinois, Lincoln noua des alliances avec des fermiers, des marchands et d'autres avocats. Il n'était pas le plus bruyant dans la pièce, mais souvent le plus digne de confiance. Il développa une réputation de principe, en particulier concernant l'esclavage. Bien qu'il n'appelât pas encore à l'abolition, il s'opposait fermement à l'expansion de l'esclavage dans de nouveaux territoires. Il le qualifiait d'injuste, d'immoral, d'hypocrisie nationale. En 1846, Lincoln fit le saut vers la politique nationale, remportant un siège à la Chambre des représentants des États-Unis. Là, il adopta une position audacieuse et impopulaire contre la guerre américano-mexicaine, la qualifiant d'inconstitutionnelle et d'inutile. Ce ne fut pas un coup gagnant politiquement. Son district n'apprécia pas. Il ne servit qu'un seul mandat et ne se représenta pas. De retour à Springfield, il retourna à sa pratique du droit, épousa Mary Todd, une femme bien éduquée d'une famille esclavagiste du Kentucky, et essaya de mener une vie plus tranquille. Mais la nation changeait rapidement. Le compromis de 1850, la loi Kansas-Nebraska et l'expansion de l'esclavage déchiraient le pays. Lincoln avait peut-être quitté la politique, mais la politique ne l'avait pas quitté. Les débats devenaient plus bruyants, plus sanglants. L'union commençait à se fissurer, et l'homme autrefois connu pour sa prudence était sur le point de s'élever, non pas comme un candidat, mais comme une conscience. Dans les années 1850, la question de l'esclavage ne couvait plus, elle bouillait. La loi Kansas-Nebraska de 1854, qui permettait aux nouveaux territoires de décider eux-mêmes d'autoriser ou non l'esclavage, déclencha une violence féroce et une division plus profonde. Le Bleeding Kansas, Kansas sanglant, devint un symbole national du chaos. Pour Abraham Lincoln, ce fut un tournant. Il ne pouvait plus rester silencieux. Il retourna sur la scène politique non pas avec grandiloquence, mais avec une urgence morale. Il rejoignit le nouveau parti républicain, une coalition d'anciens Whigs, de Free Soilers et d'abolitionnistes, tous unis contre l'expansion de l'esclavage. Lincoln n'était pas un abolitionniste radical. Il n'appelait pas encore à une émancipation immédiate, mais il croyait profondément que l'esclavage était mauvais et que permettre sa propagation dans de nouveaux États était à la fois dangereux et injuste. En 1858, il fut projeté sur le devant de la scène nationale lors de sa campagne sénatoriale contre Stephen A. Douglas, l'un des politiciens les plus célèbres d'Amérique. Les 2 hommes acceptèrent une série de débats à travers l'Illinois, et ce qui suivit devint l'une des confrontations politiques les plus célèbres de l'histoire américaine, les débats Lincoln-Douglas. Douglas défendait la souveraineté populaire, l'idée que chaque État devrait choisir d'autoriser ou non l'esclavage. Lincoln répliqua avec clarté, « Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister », déclara-t-il. Si l'esclavage continuait à se propager, il déchirerait l'Union. Il soutenait que la nation ne pouvait pas endurer en permanence d'être moitié esclave et moitié libre. Il ne remporta pas cette course au Sénat, mais il gagna quelque chose de plus grand, une attention nationale. Les journaux réimprimèrent ses paroles à travers le pays.
Les gens qui n'avaient jamais entendu parler de Lincoln auparavant chuchotaient maintenant au sujet de l'avocat dégingandé de l'Illinois aux yeux profonds et aux convictions encore plus profondes. Bien qu'il ait perdu, il avait fait ses preuves. Il avait tenu tête à l'un des grands orateurs de l'époque et n'avait jamais bronché. Il avait défié le confort de la nation, non pas pour un gain personnel, mais parce que sa conscience l'exigeait. En privé, Lincoln luttait avec l'énormité de la question. Il écrivit un jour que si l'esclavage n'est pas mauvais, alors rien n'est mauvais. Mais il savait aussi qu'agir trop rapidement pourrait briser la fragile union. Pourtant, les dés étaient jetés. L'humeur nationale changeait, et Lincoln montait avec elle, non pas comme un politicien avec des réponses faciles, mais comme une voie de clarté morale à une époque de brouillard moral. En 1860, l'Amérique était sur le fil du rasoir. Les tensions sectionnelles avaient atteint un point de rupture. L'esclavage n'était plus seulement un débat moral, c'était une tempête politique. Les États du Sud menaçaient de faire sécession, et le Parti républicain se démenait pour trouver un leader capable d'unir le Nord sans déclencher une guerre immédiate. Cette figure improbable s'avéra être Abraham Lincoln. À la Convention nationale républicaine de Chicago, il n'était pas le favori. En fait, la plupart s'attendaient à ce que la nomination aille au sénateur William Seward de New York, un homme d'État poli avec des décennies d'expérience politique. Mais Lincoln avait quelque chose que les autres n'avaient pas, une réputation impeccable, un ton modéré et un élan puissant de ses débats avec Douglas. Son équipe fit une campagne acharnée en coulisses, mettant l'accent sur ses racines frontalières et son honnêteté personnelle. Lincoln était dépeint comme l'homme qui s'était fait tout seul, le fendeur de rails parti de rien. Ses humbles débuts n'étaient pas un handicap, ils étaient un symbole du potentiel américain. Au troisième tour de scrutin, il obtint la nomination, et le monde politique cligna des yeux de surprise. L'élection générale fut amère et fracturée. Le Parti démocrate se divisa en deux, avec des factions du Nord et du Sud soutenant des candidats différents. Le nom de Lincoln n'apparaissait même pas sur la plupart des bulletins de vote du Sud. Mais dans le Nord et l'Ouest, il bénéficia d'un soutien immense. Le 6 novembre 1860, il fut élu 16e président des États-Unis avec seulement 40% du vote populaire, mais une majorité électorale décisive. Il ne célébra pas. En fait, l'ambiance était sombre. En quelques semaines, la Caroline du Sud vota la sécession. 6 autres États du Sud suivirent avant même que Lincoln ne prenne ses fonctions. Le pays se désagrégeait plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Alors qu'il se préparait à voyager de Springfield à Washington DC pour son investiture, Lincoln recevait quotidiennement des menaces de mort. Certains l'avertirent qu'il ne survivrait pas au voyage. La sécurité était si stricte qu'il dut se faufiler dans la capitale en train, sous le couvert de la nuit, déguisé et sans être annoncé. Ce n'était pas l'arrivée triomphale d'un conquérant. C'était l'entrée réticente d'un président élu dont l'élection avait fracturé l'Union. Quand Lincoln prêta finalement serment le 4 mars 1861, il fit face à un pays divisé, en colère et armé. Et pourtant, dans son discours, il ne chercha pas la vengeance, mais la paix. Nous ne sommes pas des ennemis, mais des amis, dit-il. Nous ne devons pas être des ennemis. Mais les vents de la guerre hurlaient déjà à la porte. À peine un mois après l'entrée en fonction d'Abraham Lincoln, les premiers coups de feu furent tirés à Fort Sumter, en Caroline du Sud. La guerre de sécession avait commencé. Ce qui suivit fut le conflit le plus sanglant de l'histoire américaine, une épreuve brutale non seulement de la puissance militaire, mais aussi du caractère, du leadership et de la détermination de Lincoln. Lincoln n'avait aucune formation militaire. Il avait brièvement servi comme capitaine dans la guerre de Black Hawk, mais n'avait jamais vu le combat. Il était maintenant commandant en chef d'une nation en guerre avec elle-même. Il passait de longues nuits au département de la guerre, lisant des télégrammes, étudiant des cartes et apprenant la stratégie sur le tas. Il lisait des livres sur la guerre, interrogeait ses généraux et était obsédé par les mouvements de troupes. Il n'était pas un guerrier par nature, mais il le devint par nécessité. Le début de sa présidence fut marqué par la frustration. Général après général le déçut. George McClellan, en particulier, avait la loyauté des troupes, mais la prudence d'un homme qui avait peur de se battre. Lincoln, exaspéré par les retards et les excuses, demanda un jour, « Si le général McClellan ne veut pas utiliser l'armée, j'aimerais l'emprunter un moment. »
Mais le vrai génie de Lincoln ne résidait pas seulement dans les décisions sur le champ de bataille, il résidait dans sa vision. Il comprenait que cette guerre ne concernait pas seulement les droits des États ou la sécession, elle concernait l'âme même de la nation. Un pays fondé sur la liberté pouvait-il survivre à moitié asservi? Au début, Lincoln avança prudemment sur la question de l'esclavage, craignant qu'une abolition agressive ne pousse les États frontaliers dans la Confédération. Mais alors que la guerre s'éternisait et que les pertes s'accumulaient, sa pensée évolua. La question morale et la question militaire devinrent inséparables. L'esclavage, conclut-il, était le moteur de l'économie et du moral confédéré. S'il n'était pas détruit, la rébellion ne mourrait jamais. Le 1er janvier 1863, il publia la proclamation d'émancipation, déclarant libres tous les esclaves dans les territoires tenus par les confédérés. Cela ne libéra pas tout le monde du jour au lendemain, mais cela changea tout. La guerre n'était plus seulement un combat pour préserver l'Union, c'était un combat pour la liberté humaine. Sur le plan international, cela ferma la porte au soutien britannique ou français à la Confédération. Sur le plan intérieur, cela donna aux hommes noirs la justification morale et légale de rejoindre l'armée de l'Union, ce que des milliers firent, combattant pour un pays qui leur avait longtemps refusé la citoyenneté. Lincoln s'était transformé, passant de l'avocat de la cabane en rondin au président de guerre brandissant non seulement l'autorité, mais aussi un tonnerre moral. Alors que la guerre entrait dans sa 4e année, Lincoln portait seul son fardeau au sommet, plus mince, plus grisonnant et visiblement vieilli. Chaque jour apportait de nouvelles listes de victimes. Les villes devenaient des cimetières. Il recevait des lettres de mères et d'épouses en deuil, chacune demandant pourquoi leur fils et leur mari étaient morts. Et bien qu'il n'ait jamais combattu sur un champ de bataille, Lincoln portait la guerre dans ses yeux et sur ses épaules. Son cabinet était un mélange de rivaux politiques, d'hommes qui s'étaient autrefois présentés contre lui et ne le respectaient pas toujours. Mais Lincoln les gérait comme un maestro, équilibrant l'ambition avec le but. Il ne gouvernait pas par la peur ou la force. Il gouvernait avec patience, histoire et clarté. Même ses critiques commencèrent à admettre que l'homme avait de l'acier sous le sourire. Et puis vint Gettysburg. La bataille de juillet 1863 fut un tournant. Plus de 50 000 hommes furent tués, blessés ou portés disparus en 3 jours d'horreur. Des mois plus tard, Lincoln se rendit en Pennsylvanie pour prononcer un bref discours au nouveau cimetière. Il n'était pas censé faire la une des journaux, juste quelques mots de réflexion. Mais en seulement 272 mots, il réécrivit le but de la guerre, que cette nation, sous l'égide de Dieu, connaisse une nouvelle naissance de la liberté, et que le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ne périsse pas de la terre. Le discours de Gettysburg n'était pas grandiose. Il était sobre, révérencieux et éternel. Et il clarifia que cette guerre ne concernait pas seulement l'unité, elle concernait la rédemption, la refonte de la nation pour qu'elle devienne ce qu'elle avait toujours prétendu être. Alors que l'élection présidentielle de 1864 approchait, Lincoln faisait face à une profonde opposition. La guerre faisait toujours rage, et son soutien s'effritait. Même au sein de son propre parti, des voix s'élevaient pour le remplacer sur le ticket. Beaucoup pensaient qu'il perdrait face au démocrate George McClellan, le général même qu'il avait renvoyé. Mais alors que les victoires de l'Union se multipliaient à la fin de cette année-là, en particulier la prise d'Atlanta par le général Sherman, la dynamique bascula en faveur de Lincoln. Il fut réélu avec une marge décisive. Pourtant, Lincoln ne se vanta pas. « Il n'est pas dans ma nature de triompher de qui que ce soit », dit-il. La guerre était presque gagnée, mais Lincoln savait que la paix serait plus difficile. L'Union pouvait être reconstruite avec des mousquets, mais l'âme de la nation, cela nécessiterait quelque chose de beaucoup plus profond, la miséricorde, la vision et la guérison. Au début de 1865, la Confédération s'effondrait. Les villes tombaient les unes après les autres. Richmond, la capitale confédérée, était en flammes. L'armée du général Robert E. Lee manquait de provisions, de soldats et de temps. Et pourtant, Lincoln ne montrait aucune joie. La victoire pour lui n'a jamais été une question de punition, mais de restauration. Dans son deuxième discours inaugural, prononcé le 4 mars 1865, Lincoln ne parla pas en conquérant, mais en philosophe moral. Sans malveillance pour personne, avec charité pour tous, dit-il, avec fermeté dans le droit que Dieu nous donne de voir, efforçons-nous de terminer le travail dans lequel nous sommes.
Ce n'étaient pas les paroles d'un politicien cherchant à écraser ses ennemis. C'étaient les paroles d'un père essayant de sauver sa famille brisée. Le 9 avril, Lee se rendit à Ulysses S. Grant à Appomattox Courthouse. La guerre était terminée. L'Union avait été préservée. L'esclavage, par la ratification du 13e amendement, avait été aboli. Pour la première fois depuis des siècles, la nation fit un pas tremblant vers les idéaux qu'elle avait professés en 1776. Mais au moment même où le pays exhalait, la tragédie frappa. 5 jours seulement après la reddition, Abraham Lincoln assista à une pièce de théâtre au Ford S Theatre à Washington. Au milieu de la représentation, l'acteur et sympathisant confédéré John Wilkes Booth se glissa dans la loge présidentielle et tira sur Lincoln à l'arrière de la tête. Il mourut le lendemain matin, le 15 avril 1865. La nation pleura comme jamais auparavant. Les Américains noirs, beaucoup nouvellement libérés, pleuraient dans les rues. D'anciens ennemis, même dans le Sud, reconnurent la profondeur de la perte. Il avait été leur meilleur espoir de réconciliation, un homme qui n'a jamais vu la politique comme une guerre et n'a jamais laissé la haine prendre racine dans son cœur. Lincoln ne vécut pas pour voir la reconstruction ou pour guérir les blessures que sa présidence avait contribué à exposer, mais sa mort le transforma d'un leader en un symbole de liberté, d'unité et du prix douloureux du progrès moral. Du sol en terre battue d'une cabane du Kentucky à la plus haute fonction du pays. Abraham Lincoln s'éleva sans argent, sans privilèges et sans cruauté. Il a guidé une nation à travers son heure la plus sombre, non pas avec une brillance aveuglante, mais avec une lumière constante et obstinée. Et cette lumière, atténuée par la balle d'un assassin, brûle encore dans l'histoire de l'Amérique. L'hygiène dans le monde antique. Quand nous imaginons le monde antique, nous pensons généralement à de puissants empires, des temples scintillants et des batailles épiques. Ce que nous considérons rarement, c'est comment ces gens faisaient leurs besoins. Pourtant, l'hygiène, ou son absence, a façonné la vie quotidienne autant que n'importe quel roi ou guerre. Derrière chaque palais de marbre ou maison en briques d'argile, quelqu'un devait s'occuper des dégâts. Et à une époque sans chasse d'eau ni spray parfumé, c'était une affaire bien plus publique et odorante que nous aimons l'admettre. Les toilettes dans le monde antique n'étaient pas seulement une question de confort, elles étaient une question de survie. Les déchets humains transportent des maladies, et lorsqu'ils sont mal gérés, comme c'était souvent le cas, des communautés entières souffraient. La dysenterie, le choléra et les infections parasitaires étaient des tueurs fréquents et invisibles. Dans les villes sans assainissement, les déchets coulaient dans les rues, s'infiltraient dans les puits et s'accrochaient aux sandales. Mais dans les endroits qui prenaient l'hygiène au sérieux, quelque chose de remarquable se produisait. L'espérance de vie augmentait, les fléaux diminuaient et les centres urbains prospéraient. Étonnamment, certaines des plus anciennes civilisations du monde ont développé des systèmes qui ne sembleraient pas totalement déplacés aujourd'hui. Les villes de la vallée de l'Indus avaient un drainage à l'échelle de la rue et des toilettes en briques. Les Minoens ont construit des tuyaux en céramique et des mécanismes de chasse d'eau. Les Romains, eux, ont pratiquement transformé la gestion des déchets en une forme d'art. Et tandis que d'autres sociétés, comme les Vikings ou les premières dynasties chinoises, géraient les choses de manière un peu plus rustique, même elles avaient des méthodes qui reflétaient des idées culturelles sur la santé, la pudeur et le monde naturel. Mais soyons clairs. Les toilettes antiques n'étaient pas toujours privées, pas toujours propres et certainement pas dignes. Les latrines communales étaient souvent la norme, en particulier dans les camps militaires ou les centres urbains. Imaginez 20 trous en pierre alignés. Sans cloison. Tout le monde assis coude à coude, bavardant ou se disputant tout en faisant ses affaires. Des éponges sur des bâtons étaient passées. L'eau était utilisée pour rincer, pas toujours pour tirer la chasse. Et en dessous de tout cela, littéralement, se trouvaient les premières formes d'égouts, de fosses d'aisance et parfois juste de simples fossés ouverts. L'hygiène était un miroir des valeurs d'une société. Là où elle était négligée, le chaos suivait. Là où elle était conçue, la civilisation s'épanouissait. Et si vous êtes assez courageux pour regarder au-delà de la saleté, vous découvrirez une histoire cachée, une histoire où les tuyaux, les fosses et les excréments nous en disent plus sur la vie antique que les monuments ne le pourraient jamais. Bien avant que les Romains ne posent des aqueducs ou que les Grecs ne rêvent de bains publics, les habitants de la vallée de l'Indus résolvaient déjà l'un des problèmes les plus sales de la civilisation, l'assainissement. Remontant à environ 2600 avant notre ère, les cités de Harappa et Mohenjo-Daro, situées dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan moderne,
étaient étonnamment avancés dans leur planification urbaine, en particulier en ce qui concerne la gestion des déchets humains. À première vue, les vestiges de ces anciennes cités pourraient ne sembler être que des ruines poussiéreuses. Mais regardez de plus près, et vous trouverez un réseau très organisé de rues bordées de briques avec des mesures standardisées et, plus impressionnant encore, des systèmes de drainage couverts qui les longent. Oui. Alors qu'une grande partie du monde creusait encore des trous dans le sol. Les habitants de l'Indus avaient compris comment garder leur ville fluide et leurs maisons propres. Chaque maison, même les plus modestes, avait une petite pièce désignée pour la toilette, comportant souvent des toilettes à la turque ou une zone de bain reliée à une chute verticale. Cette chute canalisait les déchets vers un drain en briques couvert à l'extérieur, qui rejoignait ensuite des égouts publics plus grands. Ce n'étaient pas des fossés rudimentaires. Ils étaient conçus avec des regards, des pentes et même des chicanes en briques pour retenir les solides. Certains chercheurs suggèrent que les déchets des maisons plus riches étaient évacués à l'aide de jarres d'eau, la gravité faisant le reste. Et le génie ne s'arrêtait pas aux toilettes. Le système de l'Indus séparait également les eaux de pluie des eaux usées. Des puits publics parsemaient les rues. Et bien que nous ne puissions pas dire avec certitude comment la sécurité de l'eau était assurée, la simple présence d'infrastructures sanitaires implique un grand respect pour la santé publique, chose rare pour l'époque. Mais le plus étonnant est peut-être l'absence de palais ou de temples dans ces villes. Les habitants de l'Indus étaient apparemment plus préoccupés par l'égalité et la fonction urbaine que par les monuments divins, et leur système de toilettes en sont le reflet, pratique, répandu et étonnamment démocratique. Malheureusement, beaucoup de choses sur la civilisation de l'Indus restent mystérieuses. Leur système d'écriture n'est toujours pas déchiffré, et nous ne savons pas exactement pourquoi leurs villes ont finalement décliné. Mais leurs toilettes, les silencieux canaux de briques enfouis sous leurs pieds, en disent encore long. À une époque où de nombreux empires régnaient par le spectacle, l'Indus a choisi quelque chose de plus silencieux, de plus propre et, sans doute, de plus civilisé. Alors que la vallée de l'Indus concevait des égouts souterrains, les anciens Égyptiens abordaient l'hygiène sous un angle différent, empreint de rituels, de statuts et d'une croyance profonde en la pureté physique et spirituelle. Pour eux, la propreté n'était pas seulement une question d'éviter les maladies, c'était une forme d'adoration. Dans la civilisation de l'Égypte ancienne nourrie par le Nil, se baigner était une routine quotidienne essentielle, en particulier pour les riches. Les maisons de l'élite comportaient souvent de petits bassins en calcaire ou des salles de bain où les serviteurs versaient de l'eau pour la toilette. Les huiles, le natron, un sel naturel, et les onguents parfumés étaient couramment utilisés, et l'épilation était une routine. Mais en ce qui concerne les toilettes, les choses devenaient un peu plus pratiques. Les toilettes dans l'Égypte ancienne allaient de simples fosses bordées de sable à des sièges plus raffinés en calcaire ou en bois placés au-dessus de pots en céramique. Ces pots étaient vidés par des serviteurs ou des esclaves et jetés loin des quartiers d'habitation, idéalement dans le désert. Dans les maisons plus riches, ces sièges pouvaient être dissimulés dans des quartiers privés, laissant entrevoir l'association croissante entre l'hygiène et le statut. L'assainissement public, cependant, était pratiquement inexistant. Les rues de villes comme Thèbes ou Memphis étaient souvent souillées. Et bien que les déchets aient parfois été utilisés comme engrais dans les zones rurales, ils n'étaient pas toujours gérés de manière responsable dans les centres urbains. Au lieu de cela, l'accent restait mis sur la propreté personnelle. Les prêtres, par exemple, devaient se baigner plusieurs fois par jour, se raser le corps et éviter les impuretés. Ils ne pouvaient pas entrer dans les temples sans lavage rituel, qui comprenait parfois des lavements, non pas pour des raisons de santé, mais comme préparation spirituelle. Fait intéressant, les tombes des pharaons et des nobles incluaient occasionnellement des tabourets de toilette parmi leurs biens funéraires. Il semble que les anciens Égyptiens s'attendaient à ce que même dans l'au-delà, on aurait encore besoin de faire ses besoins, et de le faire avec dignité. Les Égyptiens ont également fait les premières tentatives de lutte contre les nuisibles. Des amulettes, des sorts et des onguents étaient utilisés pour éloigner les mouches et autres porteurs de maladies. De cette manière, la propreté chevauchait le physique et le mystique. En bref, bien que l'Égypte n'ait pas développé de système d'égout à grande échelle, elle a été le pionnier d'un accent culturel sur l'hygiène. Leur obsession de la pureté a influencé la médecine, la religion et la vie quotidienne. Et bien que leurs toilettes aient pu être simples, leurs idées sur la propreté étaient tout sauf simples. Alors que la majeure partie de l'Europe de l'âge du bronze s'accroupissait au-dessus de fosses, les Minoens de Crète tiraient la chasse. Oui.
tirait la chasse. Il y a plus de 3500 ans. La civilisation minoenne, qui a prospéré d'environ 2000 à 1400 avant notre ère, a développé l'un des systèmes de plomberie les plus sophistiqués du monde antique. Leur capitale à Knossos n'abritait pas seulement des mythes de labyrinthes et des fresques, elle avait aussi des bâtiments à plusieurs étages avec de l'eau courante et des toilettes fonctionnelles. Les Minoens comprenaient quelque chose que de nombreuses civilisations ne comprendraient pas avant des siècles, la gravité et la pression de l'eau. Leur palais avait des tuyaux en terre cuite posés sous les planchers et à l'intérieur des murs, canalisant l'eau de pluie et l'eau de source vers les fontaines, les bains et, peut-être le plus remarquable, les latrines. Dans le mégaron de la reine à Knossos, les archéologues ont découvert ce qui pourrait être la plus ancienne toilette à chasse d'eau connue, un siège en bois posé sur un bassin en pierre relié à un tuyau vertical, qui pouvait être rincé avec de l'eau versée manuellement d'un récipient. Le bain était également une grande priorité. Les Minoens ont construit de grandes baignoires en céramique, pas si différentes de celles que l'on trouve dans les maisons modernes. L'eau pouvait être fournie par des citernes sur les toits ou des aqueducs et évacuée par des canaux souterrains. L'utilisation de siphons en U pour bloquer les odeurs, un précurseur du siphon de plomberie moderne, a même été proposé, bien que cela reste débattu. Ce qui est particulièrement frappant, c'est l'intégration de ces systèmes dans les maisons de l'élite, suggérant que le confort et la propreté étaient des signes de prestige. Contrairement aux latrines romaines ultérieures, qui étaient publiques et communales, l'hygiène minoenne penchait vers le privé. Vos toilettes étaient dans votre propre maison, un luxe que même de nombreux Européens du XIXe siècle n'avaient pas. Les Minoens n'étaient pas seulement pratiques, ils étaient stylés. Leurs salles de bain étaient décorées de fresques colorées et d'élégants travaux de plâtre. L'hygiène, semble-t-il, pouvait être à la fois fonctionnelle et à la mode. Malheureusement, la chute de la civilisation minoenne vers 1450 avant notre ère, peut être due à des éruptions volcaniques, des tsunamis ou des invasions, a entraîné la perte de ces innovations. Il faudrait plus de 1000 ans pour qu'une technologie de toilette similaire réapparaisse dans d'autres parties de la Méditerranée. Pourtant, les ruines de Knossos murmurent une simple vérité, le désir de rester propre, d'évacuer les déchets et de se baigner en privé n'est pas une obsession moderne. C'est ancien, profondément humain et, dans le cas des Minoens, impressionnamment avancé. En matière d'hygiène antique, aucune civilisation n'a fait une déclaration plus grande et plus audacieuse que les Romains. Au plus fort de l'Empire romain, ils avaient maîtrisé l'art de l'infrastructure, aqueducs, routes, oui, toilettes. Pour les Romains, l'hygiène n'était pas seulement une question de propreté, c'était une question de civilisation elle-même. Et cela signifiait rendre les toilettes publiques, efficaces et, étonnamment, sociales. Entrez dans n'importe quelle grande ville romaine, de Pompéi à Londinium, et vous trouveriez probablement des latrines publiques, des salles ouvertes avec de longs bancs de pierre, chacun sculpté de trous espacés régulièrement. Pas de cabine, pas de cloison, juste des sièges coude à coude. Sous les bancs coulait un flux constant d'eau pour emporter les déchets, et un canal secondaire contenait des bâtons à éponge, les hetersoria, la réponse romaine au papier toilette. Ces éponges étaient rincées en commun dans de l'eau et du vinaigre, puis réutilisées. Hygiénique? Pas tout à fait. Fonctionnel? Très. Pour les Romains, aller aux toilettes n'était pas une épreuve privée, c'était un événement social. Les gens discutaient, bavardaient, faisaient des affaires, tout en s'occupant des besoins de la nature. Les latrines étaient souvent décorées de mosaïques ou d'inscriptions, certaines humoristiques ou même grossières. Les graffitis à l'intérieur des latrines de Pompéi incluent des plaintes concernant les mauvaises odeurs, la mauvaise plomberie et, bien sûr, les utilisateurs impolis. Mais l'hygiène romaine s'étendait bien au-delà des toilettes. Leur ville était sillonnée de cloacés, d'énormes systèmes d'égouts, le plus célèbre étant le Cloaca Maxima à Rome. Construit initialement pour drainer les marais, il devint l'épine dorsale du système de gestion des déchets de Rome. L'eau de pluie, l'urine et les matières fécales y coulaient, alimentées par des aqueducs qui apportaient de l'eau fraîche depuis des kilomètres. Dans les maisons privées, les Romains plus riches avaient des latrines intérieures qui se vidaient dans des fosses d'aisance ou directement dans les égouts. Les pauvres comptaient sur des pots de chambre, qui étaient parfois jetés par les fenêtres dans la rue malgré les lois l'interdisant. Les habitants d'appartements, en particulier dans les insulailles, des immeubles à plusieurs étages, souffraient le plus. De nombreux bâtiments manquaient entièrement de plomberie, et les étages inférieurs étaient souvent inondés d'eaux usées. Fait intéressant, les Romains taxaient l'urine.
L'empereur Vespasien a même institué une taxe sur les urinoirs publics, une mesure si tristement célèbre que son nom est encore associé aux urinoirs en France et en Italie aujourd'hui. En bref, les toilettes romaines n'étaient pas seulement avancées, elles étaient bruyantes, bondées, politiques et étrangement progressistes, offrant peut-être la première tentative à grande échelle d'un assainissement véritablement communal. Alors que les Romains pratiquaient la défécation publique comme un pique-nique communautaire, les Grecs anciens adoptaient une approche plus modeste. Pour eux, les fonctions corporelles étaient personnelles, quelque chose à gérer tranquillement, discrètement et de préférence seul. Cela dit, ils ont tout de même apporté des contributions significatives à l'hygiène et à la propreté, mais sur un ton très différent. Dans la plupart des foyers grecs, les toilettes étaient simples, un pot en argile ou un siège en pierre au-dessus d'une fosse d'aisance. Il n'y avait pas de système de chasse d'eau, pas de raccordement aux égouts dans les résidences ordinaires. Les déchets étaient généralement collectés et vidés manuellement, souvent par des esclaves, dans des fosses ou jetés dans des zones reculées. Les rues urbaines comprenaient parfois des drains ouverts, mais à mesure que les villes grandissaient, l'odeur aussi. L'assainissement était un problème, mais pas toujours une priorité. Pourtant, les Grecs étaient obsédés par le bain. Les gymnases, où les hommes s'exerçaient nus, étaient presque toujours reliés à de grands bains publics. Ce n'était pas seulement pour se laver de la sueur, c'étaient des institutions sociales centrales, des lieux pour réseauter, débattre de philosophie et se préparer à la vie civique. Contrairement aux termes romains, qui étaient extravagants et remplis de marbre, les bains grecs étaient plus simples, souvent des baignoires circulaires, des bassins d'eau froide ou des piscines peu profondes. La gestion de l'eau était cruciale pour cette culture du bain. Les Grecs ont construit des aqueducs, des citernes et des systèmes de tuyaux en terre cuite pour approvisionner en eau douce des villes comme Athènes. En fait, l'agora d'Athènes possédait l'un des plus anciens exemples connus de latrines publiques, avec des sièges en pierre et un système de drainage. Mais celle-ci restait rare. Les toilettes publiques ne se sont jamais vraiment normalisées dans la société grecque comme à Rome. Ce que les Grecs manquaient en plomberie, ils le compensaient en théorie. Hippocrate, le soi-disant père de la médecine, fut parmi les premiers à lier l'hygiène à la santé. Il suggéra que l'eau sale et la saleté pouvaient propager des maladies, une idée radicale à l'époque. Ses recommandations pour un air pur, de l'eau fraîche et un logement sec influenceraient plus tard l'urbanisme romain. L'ironie est frappante. La civilisation qui nous a donné la démocratie et le drame préférait encore gérer ses affaires les plus sales en privé. L'hygiène pour les Grecs n'était pas une question d'infrastructure, c'était une question de discipline individuelle et d'hygiène philosophique, corps propre, esprit propre. Et bien que leur latrine ait pu être rudimentaire, leur obsession de la pureté, physique et morale, a contribué à jeter les bases de la pensée moderne en matière de santé publique. Dans la Chine ancienne, la propreté était à la fois un devoir personnel et le reflet de l'équilibre cosmique. L'hygiène, bien que moins lourde en infrastructure qu'à Rome ou dans la vallée de l'Indus, était profondément ancrée dans la vie quotidienne par les coutumes, les philosophies et une gamme étonnamment large d'outils de toilette. La plupart des anciennes maisons chinoises n'avaient pas de toilettes au sens moderne. Au lieu de cela, les pots de chambre étaient la norme. Ces récipients portables en céramique ou en bronze se présentaient sous toutes les formes et tailles, de l'utilitaire à l'orné, selon le statut de chacun. Après utilisation, les serviteurs ou les membres de la famille vidaient les pots dans des fosses d'aisance domestiques plus grandes ou les emportaient hors des murs de la ville. Certaines familles rurales utilisaient les déchets humains, connus sous le nom de terre de nuit, comme engrais, une pratique qui s'est poursuivie pendant des siècles. Des toilettes publiques existaient, en particulier dans les grandes villes comme Chang'an ou Luoyang. Ces installations communales étaient souvent de simples fosses ou des auges avec des plateformes en bois pour s'asseoir ou s'accroupir. Fait intéressant, certaines de ces toilettes avaient des paravents, une courtoisie que l'on ne trouvait pas souvent dans la Rome antique. Les déchets de ces endroits étaient généralement collectés et réutilisés dans l'agriculture, ce qui, bien qu'efficace, comportait également des risques de contamination et de maladie. Le papier toilette, ou quelque chose de très proche, pourrait être originaire de Chine. Dès le IIe siècle avant notre ère, les gens utilisaient des papiers doux, souvent des écrits jetés, pour l'hygiène. Au VIe siècle de notre ère, les érudits ont enregistré l'utilisation de papier spécifiquement pour le nettoyage après la défécation. L'élite préférait les chutes de soie ou les spatules en bambou lavées entre les utilisations. Oui, vous avez bien lu. Des bâtons de bambou poli figuraient parmi les premiers outils d'essuyage réutilisables.
L'hygiène n'était pas seulement physique, elle était spirituelle. Influencée par les idéaux confucéens d'ordre et de respect et les croyances taoïstes en l'harmonie et la pureté, l'hygiène était liée à l'autodiscipline et à l'équilibre. Les excréments, bien que naturels, étaient considérés comme un polluant, quelque chose à retirer rapidement et à ne jamais discuter en bonne compagnie. Les ménages impériaux ont poussé cela à l'extrême avec des eunuques spécialement nommés gérant l'élimination des déchets dans le plus grand secret. Malgré l'absence d'égouts souterrains, la Chine ancienne maintenait des centres urbains assez propres, grâce à un travail humain méticuleux, des tabous culturels et un système bien organisé de collecte des déchets. Ce n'était pas glamour, mais ça fonctionnait. Grâce aux pots de chambre, au compostage et aux lingettes en papier, les Chinois ont trouvé leur propre chemin vers l'hygiène, un chemin humble, efficace et profondément enraciné dans la tradition. En matière d'hygiène antique, les Vikings ne sont peut-être pas le premier groupe qui vient à l'esprit. Connus davantage pour leur aide que pour leur routine, l'hygiène nordique était en fait plus sophistiquée et étonnamment disciplinée que les stéréotypes ne le suggèrent. Sous les mythes des casques à cornes se cache une culture qui, bien que rude sur les bords, prenait la propreté personnelle et la gestion des déchets plus au sérieux qu'une grande partie de l'Europe médiévale. Dans les colonies vikings, en particulier dans des endroits comme Jorvik, l'actuel York, en Angleterre, et Edeby, dans l'Allemagne moderne, les archéologues ont découvert des fosses de latrines bordées de bois ou de pierre, des toilettes fonctionnelles de base utilisées à la fois par les individus et les ménages. Ces fosses étaient souvent creusées à une courte distance des maisons et étaient parfois couvertes par des structures en bois pour assurer l'intimité et un abri contre le rude climat nordique. Les déchets de ces latrines, une combinaison d'excréments humains, de restes de nourriture et de restes d'animaux, nous en disent plus que simplement ce que les Vikings mangeaient. Ils montrent qu'ils avaient une méthode d'élimination centralisée des déchets. Dans certains cas, ces fosses étaient périodiquement nettoyées et réutilisées. Dans d'autres, de nouvelles fosses étaient simplement creusées lorsque les anciennes étaient pleines. Certaines preuves suggèrent même des pratiques de compostage précoce, car les déchets se décomposaient naturellement et retournaient au sol au fil du temps. À l'intérieur des maisons, les pots de chambre et les seaux étaient courants, en particulier pendant les longs hivers gelés où sortir n'était pas exactement idéal. Ceux-ci étaient généralement vidés dans des fosses de latrines ou des tas de fumier près des abords d'une colonie. Bien que ce ne soit pas glamour, c'était pratique et bien plus hygiénique que de jeter les déchets dans la rue, une pratique courante dans certaines villes médiévales. Mais l'hygiène n'était pas seulement fonctionnelle, elle était culturelle. Les Vikings se baignaient régulièrement, souvent une fois par semaine, généralement le Laugardagur, jour du bain, l'origine du mot anglais Saturday. Les peignes, les cure-oreilles et les pincettes en os ou en bois de cerf sont des découvertes courantes sur les sites archéologiques nordiques. Le soin personnel comptait, non seulement pour l'apparence, mais aussi pour le statut social et les perspectives de mariage. Bien que l'hygiène viking manquât des prouesses d'ingénierie de Rome ou de la pureté rituelle de l'Égypte, elle était enracinée dans le pragmatisme. Ils n'ont pas construit d'égouts ni inventé le papier toilette, mais ils géraient leurs déchets, se tenaient propres et s'adaptaient à un environnement hostile avec des solutions terre à accent grave terre et sans chichi. Au pays de la glace et du fer, même l'acte de faire ses besoins était géré avec l'efficacité brutale d'un peuple qui n'avait pas le temps de faire des manières. À travers les civilisations et les siècles, une vérité reste constante, aucune société n'aurait pu prospérer sans trouver quoi faire de ses déchets. Des égouts cachés de la vallée de l'Indus aux latrines communales de Rome et aux pots de chambre de la Chine ancienne, la relation de l'humanité avec l'hygiène a toujours oscillé sur une ligne fine entre la nécessité et la négligence. Ce qui est frappant, c'est la manière dont différentes cultures ont priorisé l'hygiène. Certaines, comme les Romains et les Minoens, ont investi massivement dans les infrastructures. Ils ont construit des aqueducs, des systèmes de chasse d'eau et des réseaux d'égouts qui, dans certains cas, rivalisaient avec la fonctionnalité des villes du XIXe siècle. D'autres, comme les Grecs et les Chinois, ont placé la propreté dans le domaine de la vertu personnelle, l'alliant à la santé, à l'éthique et à l'harmonie avec la nature. D'autres encore, comme les Vikings, ont adopté une approche farouchement pratique. Creusez une fosse, lavez-vous quand vous le pouvez et ne laissez pas la saleté s'infecter près de votre nourriture. Malgré leurs différences, ces sociétés travaillaient toutes vers le même objectif, séparer les gens de leurs déchets. Les raisons variaient, prévenir les maladies, honorer les dieux, préserver l'ordre public. Mais le résultat a façonné la croissance des villes, l'élaboration des lois et la manière dont les gens percevaient leur corps. Ironiquement,
une grande partie de cette sagesse ancienne a été perdue pendant le Moyen Âge en Europe. Après la chute de Rome, les systèmes d'assainissement sophistiqués se sont effondrés. Les toilettes publiques ont disparu. Les égouts se sont bouchés. Les maladies ont augmenté. Il faudrait des siècles et de multiples pandémies pour que les urbanistes revisitent des idées que les anciens avaient déjà maîtrisées. Et pourtant, des traces de l'hygiène antique subsistent encore aujourd'hui. Le mot latrine vient du latin latrina. La toilette à chasse d'eau moderne doit une lointaine dette au système de gravité minoen. Même notre utilisation du papier dans la salle de bain a été préfigurée par les Chinois il y a plus de 1000 ans. Ce qui semble moderne n'est, dans de nombreux cas, que redécouvert. L'hygiène, souvent négligée dans les récits historiques, est une épine dorsale silencieuse de la civilisation. Elle n'inspire pas de poèmes ou de monuments. Mais sans elle, les villes s'effondrent, les populations souffrent et même les empires peuvent tomber. Alors la prochaine fois que vous entrez dans des toilettes et que vous profitez du luxe de l'intimité, de la plomberie et peut-être même du savon parfumé, souvenez-vous que vous vous tenez sur les épaules de générations qui ont essayé, échoué et parfois réussi à trouver comment tenir la saleté à distance. Et c'est peut-être la réussite la plus sous-estimée de la civilisation. Les cartes anciennes. Avant les satellites, les boussoles ou même l'écriture, les humains avaient un instinct pour cartographier, non seulement pour enregistrer où se trouvaient les choses, mais pour donner un sens à leur place dans un monde vaste et souvent terrifiant. Une carte n'était pas seulement une image du terrain, c'était une histoire, un système de croyances, un manuel de survie. Elle disait aux gens où coulaient les rivières, où le soleil se levait, où les esprits habitaient et où le danger attendait juste au-delà du connu. Certaines des plus anciennes cartes n'étaient pas dessinées sur du parchemin ou du papier. Elles étaient gravées dans la pierre, grattées sur de l'os ou tissées dans la mémoire orale. Des gravures préhistoriques de la période du Paléolithique supérieur, il y a plus de 14 000 ans, montrent des animaux, des berges et des groupes de huttes. Étaient-ce des cartes au sens moderne? Pas tout à fait. Mais elles capturaient l'espace en relation avec le mouvement et le sens, un début fondamental. À mesure que les premières sociétés émergeaient et que les routes commerciales s'étendaient, les cartes devinrent des outils de pouvoir essentiels. Elles guidaient les marchands à travers les montagnes et les déserts. Elles aidaient les rois à tracer des frontières et à taxer leurs sujets. Elles essayaient même d'expliquer le cosmos, mêlant astronomie et théologie. Cartographier les étoiles, c'était toucher le divin. Dessiner une ville, c'était imposer l'ordre au chaos. Mais la cartographie n'était pas toujours une question de précision. En fait, les cartes anciennes étaient souvent sauvagement déformées par rapport aux normes d'aujourd'hui. Ce qui importait, c'était le sens, pas la mesure. Le centre du monde était toujours la maison, que ce soit Babylone, Jérusalem ou l'île de Délos. Les terres grandissaient ou rétrécissaient en fonction de leur importance. Les régions inconnues étaient remplies de bêtes fantastiques ou simplement étiquetées « ici sont les dragons ». Certaines cultures n'utilisaient même pas de cartes plates. Les navigateurs polynésiens, par exemple, fabriquaient des cartes en bâton qui enregistraient les courants océaniques et les houles des îles, non pas pour l'œil, mais pour les mains et l'esprit. Celles-ci n'étaient pas destinées à être lues comme des cartes modernes, mais à être senties et mémorisées par un entraînement rituel. L'instinct de cartographier, de visualiser l'espace, le temps et la position, est profondément humain. Qu'elles soient gravées dans l'argile, peintes sur les murs ou chantées dans des incantations, les cartes aidaient les peuples anciens à se connecter avec leur environnement, leurs dieux et les uns avec les autres. Et bien que leur méthode ait varié considérablement, leur objectif était toujours le même, trouver leur place dans un monde mystérieux et changeant. Au berceau de la civilisation, au milieu des temples et des ziggourats de l'ancienne Mésopotamie, les Babyloniens commencèrent à graver les premières cartes connues dans l'argile. Ce n'étaient pas seulement des outils pratiques pour la propriété foncière ou l'urbanisme. C'étaient des documents cosmiques, des tentatives d'imposer un ordre à un monde chaotique en le capturant dans des lignes et des symboles cunéiformes. L'un des exemples les plus célèbres est l'Imago Mundi, une tablette d'argile datée du VIe siècle avant notre ère, aujourd'hui conservée au British Museum. Elle est souvent citée comme la plus ancienne carte du monde connue. Mesurant à peine 15 cm de diamètre, c'est une minuscule fenêtre sur l'univers babylonien. En son centre se trouve Babylone même, représentée par un rectangle entouré d'une masse terrestre circulaire représentant le monde connu. Le fleuve Euphrate traverse le milieu, et diverses villes, montagnes et régions sont étiquetées en cunéiforme.
Au-delà du monde se trouve une rivière amère, probablement l'océan, puis de mystérieuses îles triangulaires, chacune avec des descriptions mythologiques. Ce n'étaient pas des lieux réels, c'étaient des zones symboliques de chaos et de danger, les limites extérieures de ce qui pouvait être connu. Pour les Babyloniens, la cartographie n'était pas seulement géographique, elle était spirituelle. Les cieux étaient cartographiés avec autant de soin que la terre. Les astronomes babyloniens suivaient les mouvements planétaires, les cycles lunaires et les éclipses avec une précision étonnante, le tout inscrit sur des tablettes d'argile avec des stylets en roseau. Ces archives célestes n'étaient pas seulement scientifiques, elles étaient utilisées pour prédire les présages et deviner l'avenir. La carte du ciel était un guide du destin. À une échelle plus locale, les relevés fonciers étaient courants et pratiques. Des tablettes d'argile datant d'aussi loin que 2300 avant notre ère enregistrent des parcelles de terres agricoles détaillées avec des notes sur les limites, les canaux d'irrigation et la propriété. C'étaient les outils des bureaucrates, des collecteurs d'impôts et des prêtres. La précision importait ici, non pas pour la navigation, mais pour la gestion de la richesse et des ressources. Les cartes babyloniennes révèlent un peuple obsédé par la structure, non seulement physique, mais métaphysique. Ils cartographiaient le monde tel qu'ils le comprenaient, avec eux-mêmes au centre, entourés de rivières, d'ennemis, de dieux et de mystères. Ces cartes n'étaient pas de simples enregistrements, elles étaient des expressions de croyance, de pouvoir et d'un désir de rendre l'inconnaissable un peu plus connaissable. Alors que les Babyloniens cartographiaient le monde avec des anneaux mythiques et des rivières cosmiques, les anciens Égyptiens portèrent leur attention sur quelque chose de bien plus terre à accent grave-terre, la terre elle-même. Dans les plaines inondables du Nil, la cartographie n'était pas abstraite, elle était une question de contrôle, de survie et de la géométrie sacrée d'un royaume qui s'étendait des falaises du désert aux marais du delta. Les Égyptiens ne produisaient pas de carte du monde au sens babylonien. Au lieu de cela, leur cartographie était profondément pratique. Chaque année, le Nil inondait, effaçant les bornes et les divisions des terres agricoles. Pour rétablir l'ordre, les arpenteurs appelés arpedonaptes utilisaient des cordes, des tiges de mesure et des outils de visée pour redessiner le quadrillage. Ce n'était pas un rituel unique, c'était une nécessité annuelle. La cartographie devint une fonction de l'État, étroitement contrôlée par les scribes des temples et les fonctionnaires royaux. Les papyrus survivants montrent des cartes d'une précision remarquable. L'une des plus anciennes connues est la carte du papyrus de Turin, datant d'environ 1150 avant notre ère. Elle n'est ni décorative ni mythologique. C'est une carte minière, un plan littéral des oueds, des collines et des régions aurifères du désert oriental. Des cours d'eau, des routes, des sites de carrière et des annotations en écriture hiératique marquent les distances et les types de minéraux. C'était une carte de travail pour les fonctionnaires et les équipes de main-d'œuvre, pas quelque chose accroché au mur d'un palais. Mais les cartes égyptiennes n'étaient pas entièrement dépourvues de symbolisme. Les temples étaient souvent construits en alignement avec des événements célestes, et les villes étaient aménagées avec un ordre cosmologique à l'esprit. La carte n'était pas seulement un outil, c'était une manifestation de la Ma'a, le concept égyptien d'équilibre et d'harmonie. La division des terres et la planification urbaine suivaient des principes sacrés. Même les pyramides et les tombes étaient orientées avec une précision mathématique et astronomique. Dans les textes religieux, nous trouvons également des cartes conceptuelles de l'au-delà, comme celle du livre des morts ou de l'Endoit. Ces cartes spirituelles dépeignaient le voyage de l'âme à travers les 12 heures de la nuit, gardées par des serpents, des dieux et des portes. Elles n'étaient pas de navigation, mais elles étaient cartographiques dans l'esprit, guidant le défunt à travers le terrain de l'éternité. La cartographie égyptienne était donc un mélange de bureaucratie et de croyance. Qu'il s'agisse de mesurer la parcelle d'un fermier ou de tracer l'au-delà, les cartes étaient des instruments d'ordre divin. Il ne s'agissait pas seulement de trouver son chemin sur terre, mais d'assurer l'alignement avec les dieux. Les Grecs n'ont pas inventé les cartes, mais ils ont révolutionné la façon dont on pensait les cartes. Pour la première fois dans l'histoire enregistrée, l'espace n'était pas seulement décrit, il était mesuré, calculé et raisonné. La géographie se transforma d'une nécessité pratique en une quête intellectuelle, une quête qui jetterait les bases de la cartographie moderne. Entrez Anaximandre, un philosophe de Milet, qui au VIe siècle avant notre ère est crédité de la création de l'une des premières cartes conceptuelles du monde. Bien que l'original ait été perdu, les sources la décrivent comme un disque circulaire avec des masses terrestres comme l'Europe et l'Asie réparties autour de la Méditerranée centrale. C'était symbolique, oui,
mais cela marquait aussi une rupture avec les cosmologies mythiques. Anaximandre tentait de représenter le monde physique dans un format rationnel. Puis vint Hécatée, qui affina ses premières idées et les développa par le voyage et l'enquête. Sa carte était accompagnée d'un texte géographique appelé Périégèse, qui détaillait les terres, les coutumes et les peuples. Mais c'est Claude Ptolémée, des siècles plus tard, qui allait changer complètement la donne. La géographie de Ptolémée, écrite au IIe siècle de notre ère, était un chef-d'œuvre de la science grecque. Elle contenait des instructions détaillées pour la fabrication de cartes, une liste de plus de 8000 noms de lieux avec leurs coordonnées, et un système de grilles de latitude et de longitude bien avant que le GPS ne soit même un rêve. Il a également introduit des projections pour représenter la Terre courbe sur une surface plane, une idée qui défie encore les cartographes modernes. Les cartes grecques n'étaient pas seulement des outils pratiques, elles étaient aussi des fenêtres sur la façon dont les Grecs voyaient le monde. Eleucumène, le monde habité, était entouré d'océans et de terres barbares, mais les Grecs se plaçaient au centre intellectuel. Plus on s'éloignait de la Grèce, plus la géographie était déformée, reflétant à la fois une connaissance limitée et un biais culturel. Fait intéressant, les penseurs grecs se sont également débattus avec l'idée d'une terre sphérique. Ératosthène, travaillant à Alexandrie au IIIe siècle avant notre ère, a calculé la circonférence de la Terre en utilisant un peu plus que des ombres, de la géométrie et un bâton. Il était remarquablement précis, avec une erreur de seulement quelques centaines de kilomètres. La cartographie grecque était plus que de tracer des lignes, il s'agissait de décoder la forme, la taille et la place de la Terre dans le cosmos. Avec les mathématiques, la logique et l'ambition, les Grecs ont transformé les cartes du mythe à la science, et le monde n'a plus jamais été le même. Si les Grecs nous ont donné la théorie de la cartographie, les Romains nous ont donné son application militaire et logistique complète. L'Empire romain n'était pas seulement maintenu par des lois et des légions, il était cousu en une seule unité par un vaste réseau routier méticuleusement entretenu. Et pour le faire fonctionner, les Romains ont créé certaines des cartes les plus pratiques et les plus puissantes du monde antique. Contrairement aux cartes grecques, qui visaient à décrire la forme de la Terre ou à explorer les cieux, les cartes romaines étaient ancrées dans le mouvement. Elles étaient des outils de contrôle, d'expansion, de taxation et d'approvisionnement. Au centre de tout cela se trouvait la phrase « Tous les chemins mènent à Rome ». Et pour les Romains, ce n'était pas une métaphore, c'était une philosophie de cartographie. La carte romaine la plus célèbre est peut-être la table de Peutingé, une copie du IVe siècle de notre ère d'une carte routière romaine beaucoup plus ancienne. Elle n'est pas géographiquement exacte au sens moderne. Les masses terrestres sont étirées et déformées, mais elle remplit parfaitement son objectif, montrer les itinéraires, les arrêts, les distances et les connexions à travers l'Empire, de la Grande-Bretagne à l'Inde. Imaginez un plan de métro moderne où la précision spatiale est sacrifiée au profit de la clarté du mouvement. C'est la cartographie romaine en un mot. Les relais où on mentionne étaient marqués à intervalles réguliers, avec les distances en milles romains. Ces cartes permettaient aux commandants militaires, aux marchands et aux messagers de voyager efficacement sur des milliers de kilomètres. Ils savaient où changer de chevaux, où se reposer et combien de temps il faudrait pour atteindre la prochaine ville. L'Empire devint navigable, non seulement sur le terrain, mais sur le parchemin. En plus des cartes routières, les Romains commandaient également des cartes cadastrales, des registres très détaillés de la propriété foncière et des limites utilisées pour la taxation et les litiges juridiques. Certaines étaient gravées dans le bronze et affichées dans des lieux publics pour que les citoyens puissent voir exactement qui possédait quoi. Le contrôle de la terre était le contrôle du pouvoir, et les Romains l'ont compris avec une clarté brutale. Fait intéressant, les Romains montraient moins d'intérêt à cartographier la terre entière ou les cieux. Leur attention était toujours portée sur ce qui pouvait être conquis, parcouru ou taxé. La carte n'était pas une vision cosmique, c'était une feuille de calcul avec des routes. Et pourtant, en rendant l'Empire lisible, les cartes romaines ont créé quelque chose de durable, un sentiment d'espace partagé, d'appartenance à quelque chose de plus grand que sa ville ou sa tribu. C'était la cartographie au service de l'Empire, fonctionnelle, détaillée et impitoyablement efficace. Alors que les cartes romaines mettaient l'accent sur les routes et l'administration, la cartographie chinoise ancienne recherchait une harmonie entre le territoire, la gouvernance et le cosmos. En Chine, les cartes n'étaient jamais de simples outils géographiques, elles étaient des documents politiques, des déclarations philosophiques et des miroirs célestes. Cartographier la Terre,
c'était comprendre sa place sous le ciel et la gouverner correctement. Certaines des plus anciennes cartes connues en Chine remontent au IVe siècle avant notre ère, découvertes dans des tombes comme celle de Maoandui. Ces cartes en soi montrent des rivières, des routes et des positions militaires, non pas dessinées à l'échelle, mais incroyablement détaillées pour leur époque. Elles n'étaient pas faites pour les voyageurs, elles étaient enterrées avec les morts, peut-être pour guider l'esprit ou pour démontrer le commandement du territoire par le défunt. Sous la dynastie des Han, 202 avant notre ère, 220 de notre ère, la cartographie avait mûri. Les fonctionnaires utilisaient des cartes pour gouverner les vastes provinces de l'Empire, enregistrer les zones de taxation et planifier les campagnes militaires. Des outils d'arpentage comme le groma et des instruments de visée aidaient à mesurer la Terre avec une précision surprenante. Certaines cartes des Han incluaient même des grilles de coordonnées des siècles avant leur apparition en Occident. L'un des géographes chinois les plus influents fut Pei Xu, actif au IIIe siècle de notre ère. Il établit des principes pour la cartographie scientifique, mettant l'accent sur l'échelle, la direction et la mesure cohérente, des idées qui deviendraient fondamentales pour les traditions cartographiques chinoises et coréennes ultérieures. Son travail était si respecté qu'il fut surnommé le père de la cartographie chinoise. Mais les cartes chinoises ne concernaient pas seulement la Terre. Les cartes cosmologiques étaient profondément importantes. Le ciel chinois était cartographié en constellations regroupées en palais célestes et animaux symboliques, le dragon azur de l'Est, le tigre blanc de l'Ouest, etc. Ces cartes des étoiles guidaient tout, de l'agriculture aux rituels impériaux. L'empereur, en tant que fils du ciel, était censé gouverner en harmonie avec l'ordre céleste. Si ces cartes, et par extension sa gouvernance, n'étaient plus en harmonie, son droit de régner aussi. En Chine, la carte n'était pas simplement un outil de bureaucratie, c'était un pont entre le ciel et la terre. Qu'elle soit gravée dans la pierre, peinte sur la soie ou gravée dans le bronze, une carte représentait plus que la terre, elle reflétait la capacité de l'empereur à imposer la clarté sur le chaos du monde. Loin des empires massifs d'Eurasie, les Polynésiens ont développé l'une des formes de cartographie les plus uniques et abstraites du monde, une forme qui ne reposait pas sur le papier, l'encre ou l'échelle, mais sur une expérience profonde et une mémoire intuitive. C'étaient les cartes en bâton des îles Marshall, et elles représentaient une manière radicalement différente de comprendre la géographie, non pas par la terre, mais par la mer. Les Polynésiens étaient des maîtres navigateurs. Des milliers d'années avant que les explorateurs européens ne traversent l'Atlantique, ils naviguaient sur de vastes étendues du Pacifique, se guidant par les étoiles, les houles, le comportement des oiseaux et les formations nuageuses. Sans boussole ni langue écrite, leurs cartes devaient fonctionner différemment, non pas comme des images statiques, mais comme des aides-mémoires et des guides tactiles pour les apprentis navigateurs. Les cartes en bâton étaient construites à partir de fines frondes de cocotiers ou de bandes de bois attachées avec de la ficelle. Les courbes représentaient les houles de l'océan, qui se comportaient de manière prévisible en haute mer. De petits coquillages ou des nœuds marquaient les îles. L'arrangement des bâtons capturait la réfraction des vagues et les schémas d'interférence, des connaissances qui permettaient aux navigateurs de lire la surface de l'océan comme une carte routière. Il existait différents types de cartes. Les cartes rebelibes couvraient des archipels entiers, tandis que les eumédos se concentraient sur des régions plus petites ou des voyages spécifiques. Il y avait aussi les eumatans, des outils d'enseignement abstraits utilisés pour expliquer le comportement des vagues près des îles. Celles-ci n'étaient pas destinées à être transportées lors des voyages. Au lieu de cela, elles étaient étudiées, mémorisées et intériorisées. Un navigateur qualifié pouvait traverser des centaines de kilomètres en utilisant uniquement ses sens et ce qu'il avait appris de la carte en bâton. Pour l'œil non averti, ces cartes ressemblaient à des échelles brisées ou à des installations artistiques. Mais pour un navigateur polynésien, elles représentaient une connaissance écologique profonde, construite non pas à partir de la conquête ou de la géométrie, mais d'une relation étroite et respectueuse avec la nature. La cartographie polynésienne a défié la notion occidentale selon laquelle une carte doit être visuelle et littérale. Leur carte était physique, expérientielle et souvent invisible pendant le voyage. Il ne s'agissait pas d'enregistrer l'espace, il s'agissait de le ressentir. À bien des égards, ces cartes brouillent la ligne entre la science et la spiritualité. Elles étaient transmises par tradition orale, gardées par des écoles de navigation et tenues pour sacrées. Et dans un océan qui pouvait engloutir même le marin le plus audacieux, elles aidaient les Polynésiens à trouver leur chemin, non seulement à travers l'eau, mais à travers la mémoire,
le rythme et la connaissance ancestrale. Alors que le monde antique cédait la place à l'ère médiévale, les cartes commencèrent à passer de l'observation scientifique à l'interprétation symbolique. Dans de nombreuses parties du monde, en particulier en Europe, la cartographie devint davantage une représentation des vérités spirituelles et moins une question de précision physique. Le résultat, des cartes remplies de monstres, de paradis, de démons et une vision du monde où le centre de la géographie était souvent le centre de la croyance. L'un des types de cartes médiévales les plus emblématiques est la carte Antéo, qui a dominé la pensée européenne du début du Moyen Âge à la Renaissance. Ces cartes représentaient le monde comme un cercle, le haut, divisé par un T en 3 parties, l'Asie en haut, l'Europe en bas à gauche et l'Afrique en bas à droite. Jérusalem se trouvait souvent au centre, renforçant le cœur religieux du monde connu. L'Est était généralement en haut, pas le Nord, car c'est là que l'on croyait que se trouvait le Jardin d'Éden. Ces cartes n'étaient pas destinées à la navigation, elles étaient des outils théologiques, renforçant une cosmologie chrétienne où la géographie du monde s'alignait sur l'histoire biblique. Les terres étaient étiquetées avec les noms des fils de Noé, et les régions inconnues au-delà des bords étaient peuplées de races monstrueuses, des gens avec des têtes de chiens, des pieds comme des parapluies ou des visages sur la poitrine. Plus on s'éloignait de Jérusalem, plus les choses devenaient étranges. Mais toutes les cartes médiévales n'étaient pas purement symboliques. Certaines, comme la table de Roger, créée par le géographe arabe Al-Idrisi au XIIe siècle, combinaient l'observation empirique avec une touche artistique. Commandée par un roi normand en Sicile, cette immense carte en argent était basée sur des entretiens avec des voyageurs, des commerçants et des marins de tout le monde musulman et chrétien. Elle était bien plus détaillée et pratique que ses homologues européens, et elle plaçait le Sud en haut, une caractéristique commune dans la cartographie islamique. Pendant ce temps, les traditions juives, indiennes et bouddhistes produisaient également des cartes du monde conceptuelles, non axées sur la navigation, mais sur la structure métaphysique. Le mont Méru, par exemple, figurait comme l'axe cosmique dans de nombreuses cartes indiennes et tibétaines, entourées de continents symboliques et de royaumes divins. Ces cartes médiévales nous rappellent que la cartographie ne consiste pas seulement à savoir où se trouvent les choses, mais aussi à ce que les gens croient que le monde signifie. À une époque où l'horizon tenait encore de la terreur et du mystère, la carte n'était pas seulement un guide, c'était un miroir de l'âme. À mesure que le monde grandissait dans l'esprit des humains, notre désir de le capturer grandissait aussi. Non seulement pour aller d'un point A à un point B, mais pour comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et ce qui nous entoure. Les cartes anciennes, avec tous leurs défauts, leurs distorsions et leurs symboles, ont jeté les bases de l'obsession du monde moderne pour l'espace, les frontières et la précision. Ce qui lie toutes les cartes anciennes n'est pas la précision, mais l'intention. Les tablettes babyloniennes n'étaient pas destinées à vous aider à trouver une rue, elles montraient la structure spirituelle de l'univers. Les cartes égyptiennes aidaient les collecteurs d'impôts et les prêtres à maintenir l'ordre divin dans un paysage gouverné par les inondations et les dieux. Les cartes grecques ont introduit l'échelle, la géométrie et l'idée audacieuse que le monde pouvait être mesuré. Les cartes routières romaines ont cousu un vaste empire, aidant les légions, les messagers et les marchands à se déplacer comme une horloge. Les cartes chinoises ont fusionné l'astronomie avec la gouvernance, s'efforçant toujours de refléter l'harmonie entre le ciel et la terre. Puis il y avait les exceptions. Les cartes en bâton polynésiennes, tactiles et abstraites, montrant que toutes les cartes ne devaient pas être vues. Certaines étaient destinées à être senties et mémorisées. Et les cartes religieuses médiévales, remplies de bêtes et de paradis, qui disaient aux spectateurs non seulement où était le monde, mais ce qu'il signifiait. Même les défauts des cartes anciennes sont informatifs. Ils nous montrent ce qui importait à une culture, ce qui était centré, ce qui était craint, ce qui était sacré. Ces cartes nous rappellent que la géographie n'est jamais neutre. Elle reflète les priorités, le pouvoir, le mythe et la mémoire. Les Grecs se sont mis au milieu. Les Chinois aussi. Les Européens aussi. Tout le monde était le centre de son propre monde. Aujourd'hui, avec l'imagerie satellitaire et la précision numérique, nous pouvons cartographier la planète au dernier mètre près. Mais l'impulsion fondamentale derrière la cartographie reste la même qu'il y a des milliers d'années, le besoin humain de s'orienter dans quelque chose de plus grand que soi. Qu'il s'agisse d'un rouleau de papyrus, d'une tablette d'argile ou d'un écran de téléphone lumineux, chaque carte répond à la même question ancestrale, où suis-je ?